cette rencontre a lieu dans le cadre du festival Femmes et Migration. Elle se fera sous deux axes. Celle relative aux difficultés rencontrées par les femmes issues de la migration, qui sera présentée par Fabienne Brion, qui est islamologue. La deuxième partie sera consacrée aux revendications féministes au Maroc. Elle sera présentée par Zineb El Razaoui, qui est cofondatrice du mouvement alternatif pour les libertés individuelles et journaliste à Charlie Hebdo. Une dizaine d'années maintenant, j'étais à l'époque chercheuse aux facultés universitaires Saint-Louis et que dans ce cadre-là, j'ai fait une recherche avec des femmes qui étaient essentiellement des femmes issues de l'immigration marocaine. Et c'est à partir de cette recherche-là que je voudrais parler. C'est une recherche qui était relativement limitée dans le temps, mais qui s'est prolongée encore un peu par la suite dans d'autres projets et qui a été une recherche effectivement très importante pour moi. Ce projet de recherche, en fait, était un projet de recherche qui s'inscrivait dans un programme européen l'équipe qui dirigeait ce programme de recherche était une équipe anglaise. En fait, c'était des Égyptiens et des Pakistanais basés, si on peut dire, en Angleterre et qui avaient une thèse, qui était une thèse extrêmement forte, qui était que, en fait, tout le discours sur les femmes musulmanes en Angleterre était un discours paradoxal parce que, d'une certaine façon, évidemment, il faisait valoir la libération des femmes et la liberté des femmes, mais en fait, sans produire des effets de libération ni de liberté, mais plutôt des effets de stigmatisation des populations musulmanes de manière générale, et que, in fine, disait-il, ce discours qui était un discours sur l'islam autant que sur les femmes, eh bien, un discours sur l'islam à travers la condition des femmes était un discours qui non seulement ne contribuait pas du tout à l'émancipation des femmes, mais contribuait plutôt à les enfermer. Donc c'était vraiment une thèse qui était une thèse assez forte, avec laquelle l'équipe que nous formions en Saint-Louis n'était pas d'accord. Donc on n'était pas d'accord avec cette hypothèse. Je pense parce que simplement on venait d'un pays différent, et donc je pense que c'est quelque chose, une des difficultés dans ce genre de recherche, c'est qu'on a tendance à poser la question des femmes musulmanes ou de l'oppression des femmes musulmanes ou de l'islam de manière générale, alors que je pense qu'elle se décline de manière très différente selon les pays, et que je ne pense pas que, par exemple, je lutterai pour les mêmes choses au Maroc et en Belgique, parce que je pense que les rapports de force sont différents et que effectivement, je pense qu'il y a des choses à soutenir au Maroc qui prennent une certaine forme et qui prennent une autre forme ici, sachant que le résultat qu'on cherche, c'est d'augmenter les marges de manœuvre pour les femmes. Bon, sur ce point-là, en tout cas, on était tous d'accord. Donc il y avait, on pourrait dire, d'un côté, une équipe qui était plutôt qui interprétait la situation plutôt en termes d'islamophobie, et une autre équipe qui avait plutôt un cadre d'analyse en termes de xénophobie, avec de part et d'autre la question de savoir comment est-ce que ça affectait les femmes en particulier, les femmes issues d'immigration en particulier. La majorité d'entre elles, dans les 5 premières minutes de l'entretien, pleuraient. Donc, en fait, c'est la plupart de ces femmes, en fait, quand on leur posait simplement la question de savoir comment ça s'était passé pour elles au niveau de l'école ou bien au niveau de l'entrée sur le marché du travail, eh bien, relataient des choses qui étaient vraiment des choses qui étaient de l'ordre de blessures morales, qui renvoyaient pour partie à quelque chose qui était de l'ordre, qui avait à voir avec le fait qu'elles étaient issues de l'immigration. Alors, issues de l'immigration, ça pouvait être le fait, pour un certain nombre d'entre elles, par exemple, à la fin du cycle primaire, de faire l'objet d'orientation du centre d'orientation psychologique, mais enfin, du CPMS, ou CMPMS, je ne sais plus comment ça s'appelle, et qui effectivement les décourageait de continuer de l'enseignement général, en leur disant que de toute façon, vraisemblablement, elles ne feraient pas des études, vraisemblablement, elles deviendraient des femmes au foyer, et que donc peut-être que de l'enseignement général n'était pas tout à fait recommandé. Et le même type d'évaluation pouvait arriver à la fin du cycle secondaire. Alors il se fait que là, les femmes qui ont évoqué ça, c'était des femmes qui avaient, on pourrait dire,
pas tenu compte de la recommandation et qui avaient contourné la recommandation qu'avait fait de l'enseignement général. Pour un certain nombre d'entre elles, d'ailleurs, elles ont fait des études universitaires. Hein, mais pour elles, ça restait quelque chose qui avait été une expérience bouleversante, hein, bouleversante de, effectivement, se retrouver dans une situation où on les renvoyait d'une certaine façon à une origine, et étant donné cette origine, au fait que, étant donné qu'elle venait de familles musulmanes, et alors tout à coup on voyait arriver quelque chose qui avait à voir avec l'islam, il n'était pas très nécessaire qu'elle fasse des études. Ceux qui venaient, non pas du tout de musulmans, mais venaient en l'occurrence d'agents de socialisation ou de scolarisation qui étaient belges. Dans d'autres cas, la situation renvoyait davantage à des faits qui avaient atteint les frères. Donc, je me souviens d'une jeune fille qui me dit de manière assez agressive, alors que elle me dit, c'est une fille qui était aux Ursulines, je me souviens, et qui réussissait très bien. Alors elle me dit, oui, je suppose que vous allez penser que si je réussis bien, c'est parce que je suis musulmane et qu'évidemment la seule manière pour moi de m'en sortir, c'est de faire des études pour pouvoir échapper à l'horreur que vivent les femmes musulmanes. Et vous imaginez, je suppose aussi que vous imaginez qu'en fait les filles réussissent bien et les garçons réussissent mal, et que si nous, les filles, on réussit bien, c'est effectivement en raison de notre condition de femmes musulmanes. Et les hommes, s'ils ne réussissent pas bien, c'est là. Et puis elle dit, si les hommes ne réussissent pas bien, si nos frères ne réussissent pas bien, c'est parce que depuis la maternelle, ce sont des petits coqs à casser, et que les agents scolaires se disent, on va leur apprendre qu'ici sont en Belgique et qu'ils ne font pas la loi. Et donc il y avait comme ça un discours qui était extrêmement... qui était vraiment un discours qui était... comment dire, qui était, même dans l'entretien, donc elle supposait toute une série de choses que j'étais sans doute en train de penser et que je ne pensais pas nécessairement. Donc il y en avait une autre qui portait le foulard. La première chose qu'elle dit, alors, mais vraiment la première chose, elle me dit, alors je porte le foulard, mon père n'est pas content. Et elle me regarde droit dans les yeux et je dis, oui. Alors elle me dit, ce n'est donc pas lui qui me demande de le porter. Et donc il y avait toute une série comme ça de choses qui étaient démarquées. Et par rapport à ça, des trajectoires ou des sortes d'issues. Donc il y avait aussi dans ces filles plusieurs filles qui avaient fait vraiment des gros épisodes dépressifs. Excusez-moi, oui. Vous l'avez peut-être dit, mais c'était un échantillon de combien de femmes? Et au total, on a fait des entretiens avec 50 femmes. C'était 50. Oui. Et donc, par rapport à ça, il y avait des trajectoires qui étaient des trajectoires relativement différentes. Donc, on dit des trajectoires ou des manières de s'en sortir relativement différentes. Il y avait des femmes, en fait, ce sont celles qui ont, dans le groupe desquelles il y avait le plus de dépression. Il y avait des femmes qui tentaient de manière extrêmement cohérente, je dirais, avec leurs convictions, qui tentaient de faire en sorte que ce clivage n'ait pas de consistance. Donc pour elles, qui étaient des personnes profondément universalistes, je dirais, et donc elles étaient des individus comme les autres, et donc en permanence, elles niaient le fait d'avoir une origine particulière ou le fait d'avoir une nationalité particulière. Et donc simplement, elles voulaient faire en sorte, dans les interactions, elles se comportaient comme si ça n'aurait pas dû exister, et donc elles faisaient comme si ça n'existait pas. Avec toute une série de choses qui étaient assez dures, aussi bien du côté de leur famille ou d'autres personnes qui leur disaient, qui leur reprochaient d'être dans un parcours d'assimilation, qui leur reprochaient de vouloir laver plus blanc que blanc. Donc il y avait toute une série de souffrir du syndrome Ariel, pour laver plus blanc que blanc. Je reprends les expressions qui venaient dans les entretiens. Et puis d'autre part, le fait que
on leur envoyait d'autre part qu'elles n'étaient quand même que des immigrés. Donc je me souviens de l'une d'entre elles qui voulait devenir, qui a fini d'ailleurs par faire une carrière, pas vraiment dans le judiciaire, mais dans le parajudiciaire, mais qui voulait devenir magistrate. Elle voulait même devenir plus précisément juge de la jeunesse. Et on lui faisait bien sentir qu'elle n'avait pas sa place en tant que juge, que ce serait le monde à l'envers, d'une certaine façon. Donc, quelqu'un m'a dit que ce serait le monde à l'envers. Donc le monde à l'endroit, c'est le juge de la jeunesse est belge et la personne qui comparaît devant lui n'est pas belge. Et donc que tout à coup quelqu'un qui était belge, d'origine étrangère, veuille être juge, ça n'allait pas. Et donc elle terminait son entretien en disant on a beau faire, enfin, elle me dit de toute façon on a beau faire, c'est d'être qu'on est question. Et il y avait par rapport, dans ce cas-là, il y avait quelque chose qui était d'autant plus tragique pour elle, si on peut dire, que donc, dans sa famille paternelle, c'était une famille qui venait de Fès. Son père, en tout cas, venait de Fès et venait d'une famille de 3 garçons. Donc c'était une fratrie de 3 garçons. 2 garçons qui avaient fait des études au Maroc et des études universitaires, et le père de cette jeune femme était celui qui avait été, si on peut dire, l'enfant sacrifié, c'est-à-dire l'enfant qui n'avait pas été scolarisé pour travailler très rapidement avec le père, et donc qui avait eu des fonctions économiques très jeunes. Et donc la migration, pour lui, avait été une possibilité, enfin, il l'avait entrevue comme une possibilité et comme un devoir pour ses enfants, qui ont tous les 4 fait des études universitaires, mais le devoir pour les enfants de rattraper, si on peut dire, la position des oncles. Donc les enfants avaient comme charge, d'une certaine façon, d'atteindre en Belgique ce que les oncles avaient atteint au Maroc. Et puis elle me disait il y a juste un truc qu'il n'a pas pris en compte, c'est qu'on serait quand même toujours que des immigrés. Et donc, alors, ce qui n'est pas vrai, je pense que c'est quelqu'un que j'ai continué à voir comme ça de temps en temps, que je croise. Je pense que c'est une question qui se posait davantage pour elle quand elle avait 25 ans que maintenant où elle en a 35. Donc je pense que la question de qu'être que des immigrés, c'est quelque chose qu'elle a ressenti très fort au moment de l'entrée sur le marché du travail, et qui est quelque chose qui s'est tout à fait estompé avec le temps. Donc je pense que c'est une question qui est devenue beaucoup moins ressentie de manière dramatique maintenant qu'elle l'a ressentie de manière dramatique à ce moment-là. Et puis il y avait donc toute une série de femmes qui tentaient de dire voilà, on voudrait être reconnues comme des femmes, on voudrait être reconnues comme des étudiantes, on voudrait être reconnues comme des petites amies. Enfin, et il y avait par rapport à elles, de toute façon, enfin, je pense qu'à cet âge, moi j'ai 3 filles qui ont entre 17 ans et 23 ans. Enfin, c'est clair que c'est le moment où la question de qu'est-ce que c'est qu'être une femme, comment est-ce qu'on est une femme, de qu'est-ce qu'on a envie en tant que femme. Enfin, c'est un moment où les questions se posent de manière importante. Mais là, elles avaient une série de discours sur ce que devrait être une femme qui était alors assez innombrable, quoi. Il y avait ce qui venait de leur famille, il y avait ce qui venait de l'école, il y avait ce qu'elles supposaient qui venait de la famille restée au Maroc. Enfin, donc c'était vraiment particulièrement complexe. Alors deuxième type qui avait je pense des trajectoires moins souffrantes, c'était des femmes qui étaient qui avaient des parcours très militants, donc qui étaient des femmes très très politisées, que ce soit une politisation qui se décline de différentes façons, soit dans des groupes qui étaient des groupes vraiment d'action politique, ou bien d'action politique à travers le théâtre, ou de choses comme ça, et parfois autour de l'immigration marocaine, mais parfois autour d'enjeux sociétaux qui ne leur étaient pas spécifiques, qui ne leur étaient pas particuliers. Et alors effectivement, la militance leur donnait aussi tout un vocabulaire et toute une série de grilles d'analyse, sur lesquelles je voudrais revenir tout à l'heure, parce que ça leur donnait une marge de manœuvre pour prendre distance, simplement pour se déprendre de toute une série de choses qui leur étaient dites. Et voilà, et ça, je pense que c'est une question on en parlait un petit peu tout à l'heure. Je pense que dans la vie,
on nous gouverne à travers nos identités. Hein. On se gouverne aussi nous-mêmes à travers les identités qu'on veut se... Et donc, par rapport à ça, effectivement, parvenir à se déprendre ou bien inventer des manières d'interagir qui permettent effectivement de mettre de la distance avec nos propres identifications, ça fait un bien fou. Et le théâtre est évidemment une manière de pouvoir mettre du jeu, mais l'action politique aussi, pour toute une série d'entre elles, était une manière de mettre du jeu également. Et puis il y avait toute une série de jeunes femmes dont je ne vais peut-être pas parler très très longuement, mais qui s'étaient vraiment politisées à l'époque, parce qu'elles s'étaient politisées dans l'islam. Et donc, par rapport à elles, évidemment, se posait de manière tout à fait cruciale la question du port du foulard, hein, puisqu'il y en avait un certain nombre d'entre elles qui revendiquaient de le porter, qui l'ont éventuellement d'ailleurs dans certaines de celles qu'on a interviewées, qui avaient porté leurs différends en justice, quand bien même de nouveau, puisqu'il y en a l'une ou l'autre que j'ai revue, certaines maintenant ne portent plus le foulard. Et de nouveau, ce qui était assez remarquable, c'est que le moment pour pouvoir se déprendre aussi de cette... Mais ça se décline différemment pour chacune des filles, donc c'est très difficile d'en parler en général. Mais ce qui est certain, c'est que le moment où elles peuvent commencer à se poser la question de ce qu'elles veulent vraiment, c'est un moment où elles trouvent le moyen d'échapper à toute une série de pressions qui sont des pressions croisées, et de pressions qui viennent aussi bien... Bon, alors, moi je suis... belge et américaine, mais donc pas belge et marocaine. Mais donc par rapport à ça, je pense que le moment de la déprise vient au moment où on cesse d'avoir ces espèces de contraintes qui viennent soit de ceux qu'on appelle la société d'accueil, et comme elle le disait très bien elle-même, elles en sont parties, quoi. Il y en a une d'entre elles qui disait... on n'est pas des immigrés, on est des enfants, des petits-enfants d'immigrés, avait tout à fait raison d'y insister. Donc il y a une série de contraintes comme ça qui viennent fort, et il y a des contraintes qui viennent de la communauté qui a été... qui ne sont pas, je pense, des contraintes d'origine non plus. D'accord. Donc je pense que depuis une vingtaine, peut-être une quinzaine d'années, il y a une sorte de recodage de l'immigration, de groupes de population qui viennent à la deuxième ou à la troisième génération parfois de l'immigration, qui est un recodage religieux qui n'existait pas dans les années 80. Donc quand je dis il y a un recodage, c'est que même en termes de politique publique, on le recode de cette façon-là et qu'on l'impose. Et par rapport à ce recodage, il y a aussi évidemment de l'autre côté, il peut y avoir aussi, et je pense qu'il y a ce qu'on appelle en sociologie des entrepreneurs de morale, qui en l'occurrence sont des entrepreneurs de religion. Et donc voilà, donc je pense qu'il y a par rapport à ça une nouvelle donne qui se donne en termes religieux. Et quand on parlait d'islamophobie, je pense qu'il y a une forme d'islamophobie, comme je pense qu'il y a aussi une forme de discours, d'entrepreneurs de religion qui sont, à mon sens, relativement nocifs et relativement dangereux, et certainement du côté du droit des femmes. C'est vrai qu'il y a eu en fait deux groupes de femmes, si on peut dire, sauf que c'est des individus, c'est moi qui ai regroupé, qui étaient... alors, où le récit était construit d'une manière tout à fait différente, était construit de manière d'abord relativement chronologique, et effectivement un peu, j'ai appelé ça le murmure, mais vraiment comme une succession de faits. Et là-dedans, il y avait deux femmes qui étaient deux femmes que j'ai rencontrées en prison. Alors dans leur cas à elles, c'était vraiment voilà, donc elles se sentaient profondément indignes et donc profondément méritées d'une certaine façon ce qui leur était arrivé, qu'à mon sens elles ne méritent, qu'est-ce que ça veut dire mériter, mais là où elles étaient, elles ne se sentaient plus aucune valeur. Et il y en a une des deux, en tout cas, pour laquelle tout s'était enclenché très jeune, en fait, et très jeune, et à partir de quelque chose pourrait-on dire, ridicule.
Et dans son cas à elle, le ridicule avait été qu'elle avait été elle était sortie avec des amis, hein, donc elle était sortie relativement tard avec des amis, dont son petit ami qui était belge. Et donc quand elle était rentrée, son père l'avait battue. Et donc elle avait elle était partie de là à la maison de jeunes et je pense que vraiment les éducateurs avec beaucoup de pensant bien faire, c'est ce qui ressortait dans son entretien, avaient porté l'affaire. Donc en fait il y a eu une saisine du juge de la jeunesse et elle a été placée. Et alors elle expliquait très bien comment ce placement, enfin comment elle ne voulait pas de ce placement. Donc elle ne voulait pas de ce placement et jusqu'à un certain point, elle trouvait que son père avait eu la main légère, mais qu'en tout cas, elle avait pas respecté un contrat qu'ils avaient passé entre eux et elle aurait de toute façon préféré rentrer dans sa famille. Et donc elle se trouvait placée avec une situation qui a relativement dégradé les relations familiales. Son père voulait... il y a une phrase dans l'entretien qui m'a vraiment frappée qui était « Mon père voulait mon bien, mon juge voulait mon bien, et moi j'étais au milieu et je fermais les yeux, je ne savais plus rien. » Et c'était vraiment cette espèce de double... de quelqu'un perdu au milieu des deux choses, qui a fini évidemment, elle a fugué de son home, puis elle a commencé à consommer de la drogue, et puis elle s'est prostituée, et puis petit à petit, elle est partie dans quelque chose. Et l'autre, c'était pas très différent, c'était vraiment pas très différent. Et elle, alors pour le coup, avait fait aussi, en fait, cette phrase pour moi est une phrase qui dit beaucoup. Hein, quand elle dit « mon père voulait mon bien, mon juge voulait mon bien », c'est quelqu'un qui avait le sentiment quand elle leur parlait et qui n'avait pas non plus énormément de ressources pour discuter de ce qui lui était arrivé, qu'elle avait fait l'objet de bienveillance, hein, mais de bienveillance contradictoire, hein, et dans lesquelles elle s'était totalement perdue. Donc voilà. Et puis alors les autres femmes qui ne se plaignaient pas, ou qui ne s'indignaient pas, ce serait plus juste de le dire, c'était des femmes plus âgées, et des femmes plus âgées qui avaient souvent eu des vies vraiment relativement dures, donc avec un enfant, éventuellement un enfant en prison, éventuellement un enfant éloigné du territoire, éventuellement des gros problèmes, vraiment des très très gros problèmes de santé parmi l'un ou l'autre membre de la famille, mais tout ça raconté sur le mode de quand on est parti, on ne se faisait pas beaucoup d'illusions, on le faisait, on savait pourquoi on le faisait par rapport aux enfants. Moi, ce que j'ai retenu de cette recherche, c'est que sans doute encore bien davantage que pour les non-issus de l'immigration, il y avait là, par rapport à se construire comme femme ou à devenir une femme, une multiplicité de discours, que ce soit le discours de tous les agents de socialisation, la famille, les parents, ceci ou cela, qui avaient par rapport à ça des exigences extrêmement contradictoires. Donc, d'un côté, on demandait aux femmes d'être modernes, de l'autre côté, on leur demandait d'être modestes. D'une certaine façon, elles devaient incarner la réussite. De l'autre côté, elles devaient démontrer à la fois une fidélité aux parents, mais en même temps démontrer que non, les parents ne sont pas du tout des gens qui sont oppressants. Enfin, donc il y avait par rapport à ça une série de doubles contraintes qui rendaient les choses extrêmement difficiles, et aussi le sentiment par rapport à ça qui était quelque chose qui était difficile en tant que féministe, et je pense que ça continue à diviser les féministes par rapport à la question des femmes musulmanes, qui était que un certain discours sur les femmes musulmanes, effectivement, n'aide absolument pas parce que il a comme effet
discréditer les familles, de discréditer le groupe dont elles viennent, ce qui les met en fait en position complexe pour négocier. Ça devient trop facile à ce moment-là de leur dire tu t'occidentalises, tu trahis, tu es du côté des anciens colonisateurs, même ça ressort par moments, et donc elles sont contraintes à toute une série de loyautés très, très incompatibles. Et en tout cas, c'est ce qui ressortait, des loyautés très, très contradictoires en tout cas, et qui faisaient que savoir là-dedans ce qu'on veut en tant que femme n'était certainement pas facile pour elle. Alors avec ça, une énergie et une puissance remarquable. Merci Fabienne Brion. Donc, maintenant, on va passer à Zineb El Razaoui qui va nous éclairer sur les revendications des féministes au Maroc. Merci. Bonjour, on n'est pas nombreux, mais tant mieux, c'est plus intime. Et puis on essaiera d'avoir après un espace pour le débat. Donc moi je viens du Maroc, je suis ce qu'on appelle une blédarde. Je ne suis pas du tout issue de l'immigration et j'avoue que je ne me reconnais pas énormément dans ce portrait qu'on dresse souvent des filles issues de l'immigration, de leurs problèmes, etc. parce que je vis la chose autrement. Je suis née avec une double culture, je suis née avec les nationalités françaises et marocaines, mais j'ai grandi au Maroc. Je suis née au Maroc et j'ai grandi au Maroc. Et quelque part, en dépit des identités ou des nationalités héritées, on est toujours l'enfant de l'endroit où on a grandi. Et dans ce dilemme d'occidentalisation, dans cet anathème d'occidentalisation qui est jeté sur ces filles lorsqu'elles revendiquent un certain nombre de droits, je ne me reconnais pas non plus parce que je suis marocaine athée. J'essaye d'être le plus libre possible, aussi libre qu'on peut l'être, qu'on puisse l'être, et pourtant je ne me considère pas du tout comme une occidentale. Je ne pense pas que le fait de sortir des clichés dont on a affublé une nation, une communauté ou une identité, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui me fait perdre cette identité pour autant. Et je suis profondément féministe. Je pense que je suis profondément féministe, peut-être avec plus de véhémence que je n'aurais pu l'être ailleurs, parce que je suis née dans un contexte où les femmes n'ont pas de droits, ou du moins pas beaucoup de droits. Le féminisme, tout d'abord, pour moi, en tant que Marocaine, et pour beaucoup de féministes marocaines, n'a pas du tout cette image dont on l'affuble en Occident. C'est-à-dire qu'en Occident, on sait que le féminisme a été combattu par le patriarcat et ses porte-paroles. On a fait du féminisme quelque chose de désuet, voire de ringard. On a dit que dans les sociétés occidentales, les femmes avaient de toute façon obtenu tous leurs droits, donc elles n'avaient pas besoin du féminisme. On essaie de faire passer les féminismes pour les féministes pour des espèces de camionneuses qui ne s'épilent pas, etc. Enfin, on a toutes sortes de clichés. Pour moi, le féminisme n'est pas une idéologie qui aurait des codes, une façon de s'habiller ou de parler ou des appartenances politiques ou quoi. Pour moi, le féminisme, c'est très simple, c'est tout simplement le fait de revendiquer une égalité en droit. Après, libre aux gens de s'épiler ou de ne pas le faire, hommes ou femmes d'ailleurs, ou d'avoir les codes physiques ou politiques ou idéologiques qu'ils veulent. Mais le féminisme, c'est surtout cette revendication permanente d'égalité en droit. Et cette revendication est très importante au Maroc, parce qu'au Maroc, il n'y a pas cette égalité-là. Et ça, on le réalise très très tôt en tant que jeune fille. On réalise qu'on n'a pas exactement les mêmes droits que les garçons et que ça risque de s'aggraver avec l'âge. C'est-à-dire qu'à l'âge adulte, quand on devient une femme, là, nettement, on n'est pas considéré de la même manière dans le statut civil. On n'hérite pas de la même manière, on ne se marie pas de la même manière, sans parler évidemment de la société, c'est-à-dire du patriarcat de la société, celui qui n'est inscrit dans aucune loi et que pourtant les femmes subissent au quotidien. Et ça va du simple fait
que, par exemple, que la séparation des sexes soit imposée dans certaines cérémonies familiales, dans le fait de s'imposer des codes vestimentaires avec lesquels on n'est parfois pas d'accord, dans le fait, par exemple, de ne pas avoir le droit d'aller au cimetière pour enterrer un proche, et aussi, par exemple, dans le fait, oui, parce qu'en fait, au Maroc, c'est une tradition qui est considérée comme islamique, mais qui ne l'est pas, qui n'est en tout cas inscrite nulle part en islam. Lorsqu'on enterre un mort dans un cimetière, c'est en réalité une tradition juive, mais que les musulmans du Maroc appliquent sans trop savoir pourquoi, pensant que c'est islamique. Les femmes ne vont pas au cimetière. Elles y vont plus tard, mais elles ne vont pas à la cérémonie d'enterrement. Donc ça, en tout cas, c'est pas important. C'était des exemples que je donnais pour dire qu'on subit tout ça au quotidien, plus, évidemment, le harcèlement sexuel dans la rue, qui est, à mon sens, le pire fléau et la pire lourdeur que subit une femme marocaine, celle d'être à la merci du premier mal qui passe et qui considère que cette femme, parce qu'elle est là, à cette heure-ci, habillée de cette manière ou pas, parce que même les voilées, même les niqabés et même les grands-mères subissent cette lourdeur-là. Donc, forcément, quand on grandit dans un pays comme ça, on est obligé soit d'accepter le fait accompli, d'entrer dans le moule, ou de devenir une battante. Une battante pour se battre contre ces droits-là. Au Maroc, je connais beaucoup de battantes. Je connais beaucoup de filles qui sont devenues, qui ont développé un discours extrêmement véhément et qui ont conscience de ce trésor qui existe dans les sociétés occidentales et pour lequel nous, on se bat encore, celui de certains droits. Alors nous, quand on voit des filles issues de l'immigration se plaindre de la stigmatisation parce qu'elles sont voilées ou revendiquer le droit du voile, ça nous fait rire. Parce que, en réalité, si... excusez-moi, je vais en profiter pour jeter mon chewing-gum. Bonne idée. Voilà, merci. Donc, en réalité, ce qu'on disait tout à l'heure, si ici, beaucoup de filles sont stigmatisées parce qu'elles se voilent, au Maroc, beaucoup sont stigmatisées parce qu'elles ne se voilent pas. Donc le constat est le même, quel que soit le contexte, finalement, les femmes sont toujours victimes, elles souffrent toujours de cette mainmise sur leur corps, etc. Donc, par ailleurs, cette question du voile qui suscite tant de passion ici en Europe, a-t-on le droit, doit-on l'interdire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. Même chose, vue du Maroc, je regarde cette question avec beaucoup de recul. Premièrement, je le dis tout de suite, je suis féministe. Donc je n'approuve pas du tout le voile, je trouve que c'est une calamité, je trouve que c'est quelque chose de moche, je trouve que c'est l'antithèse, que c'est la négation de la liberté. Et je combats l'idée du voile avec toutes mes forces. Ceci dit, combattre une idée ne veut pas dire combattre les personnes. On peut n'avoir aucun respect pour une idée, mais toutefois respecter les individus qui portent. Ne pas respecter le voile ou être contre le voile ne veut pas dire être contre les femmes, contre les individus qui le portent, d'une part. D'autre part, y compris du point de vue exégétique, on a la question du voile qui soulève tant de passion ici. Quand on se pose réellement la question d'où vient cette histoire de voile, eh bien dans le Coran, il y a 2 versets coraniques qui parlent du voile, plus ou moins, qui sont censés parler du voile. On cite ces 2 versets-là à chaque fois que l'on parle du voile, qui sont le verset 31 de la sourate Nour et le verset 53 de la sourate de l'Ahzab. Et les 2 versets sont équivoques, à vrai dire, ils ne sont pas très clairs, on ne sait pas si on parle d'un voile ou d'un rideau, on ne sait pas si on parle de djellaba, d'habit décent ou de voile sous la forme qu'on a aujourd'hui. Et pourtant, malgré ce manque de clarté, malgré le fait que le voile peut être tout à fait antinomique avec sa mission de base dans certains contextes, on voit que beaucoup de jeunes filles, ici sans doute pas pour les mêmes raisons qu'au Maroc, revendiquent son port. Je reviendrai sur les raisons après. Mais ici, donc des raisons qui sont différentes. Moi, en tout cas, je reste convaincue
que cette histoire de voile, cette revendication très forte de vouloir porter le voile de cette manière-là, c'est quelque chose qui est intimement lié à un problème identitaire, à un problème d'intégration dans la société. Je ne sais pas si on peut parler de mot intégration, effectivement, quand il s'agit de personnes de deuxième ou de troisième génération, mais je reste convaincue que c'est une question qui est intimement liée à un problème vis-à-vis de la société belge. Du côté marocain, les choses ne sont pas du tout les mêmes. Le voile, sous sa forme actuelle, en réalité, dans les années 80 au Maroc, les premières femmes qui ont porté ce voile-là, on leur disait « Bsha al-hammam » dans la rue. Bsha al-hammam, c'est ce qu'on... Voilà, quand une femme va au hammam, au bain public, on lui dit « Bsha, à votre santé ». Voilà. Donc, c'était tellement inhabituel que des jeunes femmes, parce que celles qui portaient le foulard traditionnel, qui n'est d'ailleurs pas un voile, c'était les mémés ou les femmes à la campagne qui le portaient pour des raisons d'hygiène ou de tradition, mais de voir des femmes jeunes, citadines, voilées de cette manière-là, eh ben les jeunes dragueurs étaient persuadés qu'elles revenaient du hammam, pour vous dire à quel point c'était inhabituel. Et d'ailleurs, il suffit de consulter les albums photos de n'importe quelle famille marocaine, de voir les photos des années 50, 60 jusqu'à 70, on ne voit pas ce voile qui aujourd'hui est devenu quelque chose de primordial, manifestement, qui est devenu le clou même de l'identité que tout le monde revendique et pour lequel les gens sont prêts à se battre, quoi. Comme si c'était leur existence même, comme s'il en allait de leur existence dans la société et de leur identité profonde. Donc je disais, voilà, dans les années 60-70 au Maroc, on n'avait pas du tout ça. On avait des femmes qui portaient un foulard, y compris chez elles, qui étaient nouées derrière, par exemple, pour la cuisine, parce que les Marocaines, au Maroc, il était très très mal vu qu'une femme cuisine, par exemple, avec ses cheveux qui ne sont pas découverts, pour un souci d'hygiène, pour qu'il n'y ait pas de cheveux qui tombent dans la nourriture. Mais ces mêmes femmes-là, eh bien, quand il y avait des cérémonies familiales de mariage, eh bien, elles exhibaient fièrement leurs cheveux teints au henné avec leurs tatouages traditionnels. Et d'ailleurs, souvent, les vieilles, pour les nommer, aujourd'hui encore, au Maroc, eh ben, elles sont très très fières de se montrer comme ça, avec leur caftan, etc. Donc pourquoi ces jeunes aujourd'hui se battent pour le voile? Au Maroc, c'est une question qui, j'en suis persuadée, reste politique. On a dit toutes sortes de choses. On a dit que le voile était un cache-misère. Souvent, c'est vrai. Souvent, les femmes trouvent beaucoup plus simple de s'habiller quand elles sont pauvres. C'est souvent plus simple de s'habiller en djellaba et de mettre un foulard plutôt que de suivre une mode dispendieuse et de s'infliger le coiffeur, surtout que bon, les cheveux maghrébins, beaucoup de femmes ne les assument pas, il faut payer le brushing, etc. Et c'est vrai que des sociologues qui ont travaillé sur cette question ont trouvé que c'était souvent plus simple pour des femmes de quartier populaire d'adopter cet accoutrement-là, parce que voilà. Et en plus, à un moment où on a commencé à avoir un certain conservatisme qui émergeait dans la société, ça évitait, ou bien du moins les femmes le pensaient, elles pensaient que c'était une manière d'éviter le harcèlement sexuel, de montrer à tous ces dragueurs très lourds dans la rue que voilà, moi je suis une fille qui porte le foulard et la djellaba, je ne suis pas le genre de fille que tu cherches, donc voilà, sauf que c'est absolument inefficace. Il y a ça d'une part. Il y a aussi quelque chose de très important qui est une politique qui a été menée par le régime marocain, comme beaucoup d'autres régimes arabes, qui a été d'encourager l'islamisme, notamment dans la fin des années 70 et dans les années 80, parce que déjà c'était une politique internationale. À ce moment-là, c'était la politique qui était préconisée par les États-Unis qui se battaient contre les résidus de l'ennemi communiste, et la nébuleuse islamiste était un allié de choix dans ce combat contre les communistes. Dans les pays arabes, en tout cas, ou plutôt dans les dictatures arabes, comme dans la dictature marocaine de Hassan II à l'époque, il était évidemment beaucoup plus avantageux pour le régime d'encourager les islamistes dans les universités,
notamment au sein de l'UNEM, de l'Union des étudiants marocains, qui a été islamisée petit à petit et qui aujourd'hui encore demeure largement islamisée, sauf dans quelques universités comme celle de Marrakech ou de Fès, où elle est encore tenue par la gauche radicale. Mais en tout cas, on a encourager l'islamisme était une manière de casser du gaucho, qui représentait à ce moment-là la menace majeure pour le système. Ensuite, il y a eu les années 80, les fastes de la monarchie marocaine, Hassan II, la mosquée Hassan II pour laquelle on a saigné le peuple marocain, y compris les citoyens juifs d'ailleurs, qui ont été obligés de payer cette mosquée. Bref, tout un ensemble de facteurs qui ont fait que les caisses du régime marocain les caisses marocaines se sont vidées. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le FMI, le Fonds monétaire international, a imposé un réajustement structurel au Maroc, toute une série de réformes, mais en réalité, qui est venu à la rescousse du Maroc? L'Arabie saoudite. Pendant quelques mois dans les années 80, c'était l'Arabie saoudite qui payait les salaires des fonctionnaires marocains parce que les caisses de l'État étaient vides. Et donc, évidemment, la partie non visible du marché, en tout cas, c'est un contrat tacite qui fait que, voilà, un pays comme l'Arabie saoudite envoie de l'argent, vient sauver le Maroc, mais en contrepartie, on a vu émerger, mais vraiment dans les années 80, on a vu une véritable vague d'islamisation, énormément de livres wahhabites qui étaient distribués quasiment gratuitement ou à des prix défiant toute concurrence dans les souks, dans les librairies. On a commencé à voir des prêches dans les mosquées qui changent. Donc c'était un marché qui a été accepté par le régime marocain, par la monarchie marocaine à ce moment-là. Islamiser la société. D'ailleurs, tout ça s'est accompagné par un ensemble de mesures aussi au niveau de l'école et des universités. On a fermé au Maroc l'Institut de sociologie de Paul Pascon parce que c'était considéré comme un nid de subversion au sein de la vie académique marocaine. La philosophie a été supprimée dans les manuels scolaires. Elle a été remplacée par al-falsafa wal-fikr islami, c'est-à-dire philosophie et pensée islamique. On a introduit de plus en plus de matières religieuses à l'école, ce qui a fait que nous avons eu une vague d'islamisation qui est adossée à des raisons politiques concrètes et des raisons même économiques qui sont intimement liées à un régime dictatorial qui ne souhaite pas que les gens s'émancipent par la pensée, par la science. Donc on a trouvé ce moyen-là de contrôler les masses, c'est l'opium des peuples, et ça s'est soldé par une déferlante de plus en plus de femmes voilées dans toutes les capitales des pays musulmans. Aujourd'hui, au Maroc, les femmes en sont très conscientes. Et les femmes, ce qui compte à leurs yeux, c'est de continuer à mener la lutte pour l'égalité des droits. L'égalité de l'héritage, qui est aujourd'hui quelque chose de ficelé. On nous dit, mais vous ne pouvez pas en parler parce que c'est dans le Coran. C'est-à-dire que l'héritage islamique, il est dans le Coran, la femme hérite la moitié. Mais en réalité, on se rend compte que quand on développe un plaidoyer intéressant, on arrive à obtenir des résultats, y compris avec les plus récalcitrants des hommes. Sur ça, par exemple, on se rend compte que certains modes d'héritage, ou du moins de partage d'usufruit des waqf, des habous au Maroc, certains modes du droit coutumier, par exemple pour distribuer l'usufruit de certains mausolées, on se rend compte que dans la tradition, on distribuait déjà les parts à égalité entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que l'on peut puiser dans la tradition du droit coutumier marocain des arguments qui permettraient de rétablir une égalité en droit. Secondo, au Maroc, il y a quelque chose aujourd'hui qu'on ne peut pas nier. L'homme marocain, le père marocain, est un père qui scolarise sa fille. C'est-à-dire qu'il n'a plus de problème pour scolariser sa fille. À partir du moment où il peut le faire économiquement, le père marocain est un père qui envoie sa fille à l'école. Il peut ne pas être très conscient, il peut ne pas avoir un discours très développé, ne pas être conscient de la question des libertés, de la liberté de disposer de son corps, etc. Mais le père, l'homme marocain, est un homme qui aujourd'hui a envie que sa fille réussisse ses études et qu'elle s'en sorte économiquement. Il n'a pas envie qu'elle dépende d'un homme. D'ailleurs, tous les pères marocains, même analphabètes, ils disent qu'elle fasse ses études et ensuite elle se mariera. Quand on parle au père marocain, au marocain lambda, qui est chauffeur de taxi, de bus, qui est agriculteur ou petit fonctionnaire ou artisan, et quand on aborde cette question avec lui, on lui dit « Vous avez une fille ?» « Oui. »
Vous avez un fils? Oui. Est-ce que vous dépensez plus pour le fils que la fille? Il dira non, jamais. Je paye la même chose pour la scolarité des deux, je paye la même chose pour les vêtements, pour les heures, les cours supplémentaires, etc. Ensuite, quand on lui dit, mais est-ce que vous trouvez logique que cette fille, le jour où elle sera adulte, où elle va travailler, etc., et si vous partez, elle n'aura que la moitié de son frère. Et là, je le dis, mais vraiment d'expérience, beaucoup de pères trouvent que ce n'est pas logique. Ils disent non, ce n'est pas du tout logique, je ne vois pas pourquoi ma fille, en qui j'investis, envers laquelle je fais tous ces efforts-là pour qu'elle s'émancipe, je ne vois pas pourquoi elle hériterait la moitié. Donc on voit bien que les blocages, finalement, ces blocages qu'on considère indépassables, peuvent être dépassés si on développe un argumentaire intéressant. Maintenant, où est le véritable blocage? Pourquoi les femmes au Maroc, bien qu'elles soient très conscientes de tout ça, bien qu'il y ait des décennies de luttes féministes qui s'accumulent, etc., bien qu'elles imposent une certaine liberté sur le terrain, y compris sur des questions très sensibles dans d'autres pays, sur la question de l'avortement, la question des mères célibataires, la question du concubinage, etc. Pourquoi elles n'ont toujours pas leurs droits? Parce que le fait est que le blocage principal, c'est qu'à chaque fois que l'on aborde la question du féminisme, on aborde automatiquement la religion. Dès qu'on parle des droits des femmes, on aborde la religion. Or, il est aujourd'hui clair et certain que si on compte sur l'islam pour établir une égalité homme-femme, c'est pas demain la veille que ça va arriver, parce qu'on ne peut pas puiser, pas seulement dans l'islam, dans les autres religions aussi, parce qu'elles sont toutes aussi patriarcales les unes que les autres, ce n'est pas les religions qui rétabliront une égalité homme-femme. Donc aujourd'hui, il est temps de comprendre que c'est uniquement une sécularisation des institutions qui permettra d'aller vers une société plus démocratique et plus juste. Parce que l'égalité homme-femme n'est pas l'apanage de sociétés occidentales modernes, entre guillemets, c'est l'essence même de la justice sur Terre. On ne peut pas parler de justice humaine sans rétablir une égalité homme-femme, parce qu'on ne peut pas parler de droits de l'homme, de droits humains avec un grand H, sans qu'il y ait une égalité homme-femme. Or, aujourd'hui, au Maroc, le verrou de cette égalité homme-femme, c'est le fait que nous avons un État religieux. Et non pas des islamistes au pouvoir. Comme d'ailleurs, ils ne sont pas au pouvoir, ils sont uniquement au gouvernement, ce qui est très différent au Maroc. Être au gouvernement ne signifie pas être au pouvoir. Donc, aujourd'hui, nous avons un régime qui est théocratique. Le Maroc est une théocratie, de facto, puisque le roi qui détient l'ensemble des pouvoirs les détient parce qu'il est commandeur des croyants et parce qu'il est, on ne peut pas savoir, mais en tout cas, il s'est autoproclamé descendant du prophète, comme d'ailleurs tous les rois qui ont régné sur le Maroc, qui trouvent toujours un lien de filiation. Et en tout cas, au nom de ça, aujourd'hui, on nous impose une théocratie qui trouve voilà, dans les droits des femmes, qui trouve en tout cas dans cette question de femmes, et ben comme on dit au Maroc, c'est-à-dire c'est le parent pauvre, c'est ce qui est facile, c'est là qu'on montre qu'on est musulman et tout, parce que finalement les femmes c'est pas grave. Bon, je me suis beaucoup éparpillée, je ne sais pas si... J'ai encore le temps. Ce que je voudrais dire, parce que je voudrais quand même faire le lien avec ce qui se passe ici. Aujourd'hui, quand on me parle de voile ou de voile intégral, j'aimerais être claire là-dessus, parce que premièrement, il y a le voile et le voile intégral, qui, en tout cas, qui à mon sens, ne doivent pas du tout susciter la même approche. Premièrement, concernant le voile intégral, je pense que cette question de stigmatisation ne se pose même pas, parce que comment une femme qui s'habille en ninja peut se plaindre après d'être stigmatisée? Enfin, je veux dire, quand on choisit d'être punk, ou quand on choisit de se tatouer le visage, ou de se balader à poil, ou je ne sais quelle excentricité, on ne peut pas après se plaindre d'être stigmatisé. Le voile intégral, à mon sens, est une infamie, et plus qu'une infamie, alors ce qui est plus intéressant que mon jugement personnel, qui est celui de l'infamie, je pense que c'est surtout et avant tout un acte politique. Parce que ces femmes qui se mettent en voile intégral ici sur le sol belge ou sur le sol français ou canadien sont des femmes qui ont eu le choix de ne pas le mettre.
Ce ne sont pas des femmes qui ont été obligées de le mettre. Ce sont des femmes qui se situent dans une idéologie extrêmement sectaire, extrêmement obscurantiste et radicale, et qui mettent le voile intégral comme une revendication politique. Toutefois, je ne pense pas que c'est avec la laïcité qu'on réglerait cette question-là, parce que qui dit laïcité dit liberté de culte. Et après tout, quelqu'un qui a envie de s'habiller en noir ou en jaune, parce qu'il croit que son Dieu lui a demandé, est libre, devrait être libre de le faire. Mais je pense que l'on ne devrait pas être libre de se promener le visage couvert dans la rue, parce qu'on n'est pas libre de se promener dans la rue avec un casque de moto ou avec un sac en plastique sur le visage. Si on le fait, on est arrêté par la police pour des raisons de sécurité, pour des raisons de vivre ensemble, qui sont des raisons très simples. Nous sommes dans une société et dans l'espace public, on doit voir le visage les uns des autres. Ça, c'est pour le voile intégral. Donc je ne pense pas que c'est une interdiction qui doit être faite au nom de la laïcité. C'est une interdiction qui est faite tout simplement au nom de la sécurité. Quand on entre dans un magasin qui est sous surveillance caméra avec un casque de moto, on nous demande de l'enlever. Donc pourquoi est-ce que celles qui pensent avoir une dérogation divine devraient déroger à ces règles-là? Maintenant, sur la question du voile, quand bien même j'ai dit que j'étais profondément opposée au voile parce que je pense que c'est un avilissement pour la femme, je pense par ailleurs que c'est bête, c'est-à-dire que si on ne peut pas montrer ça, quoi. On ne peut pas montrer ça, donc est-ce qu'on peut le substituer par une perruque, se raser le crâne, enfin, est-ce qu'on... Voilà, je trouve que c'est bête, mais ça, c'est mon jugement personnel. Mais toutefois, je ne pense pas que c'est quelque chose qui devrait être interdit. Parce que c'est un choix. Effectivement, il y a des femmes qui le portent parce qu'elles ont leurs convictions, que je ne juge pas, elles ont le droit d'avoir ces convictions-là, qu'elles appellent une liberté. Je ne pense pas qu'on puisse appeler ça une liberté parce que sur le plan philosophique, le voile est la négation, c'est l'antithèse de la liberté. C'est la négation de la liberté, mais c'est un choix. Certaines femmes choisissent de le porter et ça devrait, je pense qu'elles ont le droit, en tout cas, de le porter et qu'elles doivent avoir ce droit-là. Contrairement aux petites filles. Enfin, en tout cas, voilà, je ne pense pas que le propos est d'entrer dans un débat juridique sur le droit ou pas le droit de porter le voile. Je pense que ce débat en soi est un avilissement pour la femme, parce qu'en être là encore aujourd'hui à se demander si je dois cacher mes cheveux pour, je vais le dire très très trivialement, mais le voile a pour objectif d'éviter que mon interlocuteur masculin ait une érection, ce qui n'est pas mon problème. Enfin, je veux dire, ce n'est que ça, le voile, au fond. Mais ce n'est pas mon problème. Et par ailleurs, je pense que les hommes sont tout à fait capables de bien se tenir tout en ayant vue sur les cheveux d'une femme. Premièrement, moi, je ne sais pas ce que veut dire l'islamophobie. Je suis extrêmement critique envers l'islam pour l'avoir étudié, pour l'avoir même étudié pendant très longtemps, c'est-à-dire de la petite maternelle jusqu'au bac. Je ne me vis pas du tout comme une personne islamophobe. Alors on me dit, oui, mais toi, tu es marocaine, tu peux te permettre de dire ça. Je ne pense pas qu'on puisse juger les arguments des individus en fonction de leurs origines. Ce n'est pas parce que je suis marocaine que j'ai le droit de dire des choses que quelqu'un d'autre n'aurait pas le droit de dire. Je ne sais pas ce que c'est qu'islamophobie. Si c'est avoir la phobie de l'islam, je ne l'ai absolument pas. J'ai grandi dans une société musulmane. L'islam, c'est mon père, c'est ma famille. Enfin, je n'ai pas la phobie. Mais j'ai le droit d'être critique envers l'islam. J'ai le droit de trouver que c'est une religion tout à fait archaïque et dépassée. C'est mon opinion personnelle. Maintenant, il est clair que dans les sociétés occidentales, entre guillemets, la critique de l'affirmation identitaire islamique, la critique de ces tentatives de grignoter la liberté qui viennent des islamistes radicaux, souvent cache en elles des relents xénophobes. Ça, c'est certain. Souvent, les arguments qui sont... Je donnerai par exemple un exemple en France. Ces dernières années, le Front National s'est découvert une prédilection pour le féminisme et pour la laïcité, qui ne sont quand même pas des vertus propres à l'extrême droite à travers son histoire. Alors, l'extrême droite française se découvre volontiers féministe et laïque lorsqu'il s'agit de casser les musulmans et critiquer les arabes. Enfin, voilà. Alors, je pense qu'il y a deux écueils là-dedans. Tout d'abord, la gauche sociale,
qui a promu, en tout cas qui se veut promotrice des valeurs de diversité, a complètement abdiqué du débat de la laïcité. Et ça, c'est une erreur, parce que la laïcité a été abandonnée, en quelque sorte, à l'extrême droite, qui aujourd'hui en fait son unique apanage. Pourquoi? Parce que cette gauche-là a la phobie, la hantise d'être taxée de racisme dès lors qu'elle critique les mœurs ou les coutumes d'une communauté donnée. Premièrement, il faudrait dire que ces coutumes, ou en tout cas ces caractéristiques communautaires dont on affuble les musulmans, sont-elles inhérentes aux musulmans? Est-ce que c'est parce que, enfin, moi par exemple, je suis totalement athée, mais je suis musulmane de culture, donc je me vis comme un membre, en quelque sorte, de cette communauté, et je ne pense pas que mon identité se résume à la défense du voile ou de toutes ces caricatures, finalement, dont on affuble une communauté. Certes, une partie des musulmans tiennent à ces apparats-là, mais ces apparats ne sont pas inhérents à cette communauté, d'une part. D'autre part, pour moi, le fait de dire, finalement, on ne va pas appliquer nos valeurs sociales, les valeurs de l'universalisme, les valeurs de la liberté, les valeurs des Lumières, toutes ces valeurs-là, ben finalement, on va en exclure les musulmans, parce que il faut pas les exclure, donc finalement on va les exclure de ces valeurs-là, parce que finalement ces valeurs-là, peut-être qu'elles ne sont valables que pour les hommes blancs et pas pour ces gens-là. On va les laisser faire ce qu'ils veulent, on va les laisser faire leur voile et déroger à toutes les règles du vivre ensemble qui ont été consenties, sur lesquelles ont été fondées les sociétés occidentales. Et là, le mot valeur est très important, parce que j'ai l'impression, en tant que défenseur de la laïcité, souvent que je suis face à des gens qui, eux, assument leurs valeurs. Ils n'ont pas de problème avec leurs valeurs rétrogrades, traditionnalistes, ils sont très clairs avec ça. De l'autre côté, le problème qui s'est passé et qui a fait que l'extrême droite a finalement récupéré ce sujet-là, c'est que on a énormément de gens qui ont du mal à assumer leurs valeurs, qui ont peur d'assumer leurs valeurs, qui sont tout simplement des valeurs laïques. Point barre, des valeurs laïques qui n'ont rien à voir ni avec l'origine, ni avec le culturel, etc. Donc, moi, je vis ce différentialisme culturel, celui de dire finalement, on va foutre la paix aux Arabes, on va les laisser frapper leurs filles, on va laisser les Noirs exciser les leurs, et on va les laisser frapper leurs sœurs et tout, parce que c'est comme ça que ça se passe chez eux et que nous, on n'est pas racistes, donc on va les accepter tels quels. Pour moi, c'est un racisme à l'envers. C'est une manière de dire, ces gens-là sont incapables d'accéder à ce qui fait le propre de notre civilisation occidentale, donc finalement, on va les laisser dans leur ghetto pour s'en débarrasser en quelque sorte. Pour moi, c'est ça le racisme. Voilà, merci. On va peut-être passer aux questions du public. Donc s'il y a des questions, elles sont les bienvenues. Donc je n'existe plus pour... On m'a gommé du Maroc, donc je n'existe plus. Je suis la première personne à avoir abandonné la nationalité marocaine. Je suis de culture, comme on pourrait dire, par mes parents musulmanes. Avec mes parents, j'ai connu la culture de l'islam des Lumières. Chez nous, on nous appelle les soufis, les gens un peu... Mais on est des laïcs. Ça veut dire, chez les soufis, vous rentrez, vous dansez, vous participez, donc il y a de l'harmonie, on vous aime. C'est simplement un échange d'amour. On appelle Dieu, on l'appelle ni Allah, ni Jéhovah, ni autre chose. On l'appelle le divin, l'amoureux. On est systématiquement amoureuse. Et du fait que je suis amoureuse, j'ai fait en conséquence, quand le Maroc a voulu me violer, c'est ce qu'il a voulu faire l'ambassadeur, mais je l'ai frappé, m'a mis... bah oui, je lui ai cassé la gueule, malheureusement. Je fais les arts martiaux, je suis bien tannée. Et puis j'ai dit au Maroc, vous êtes le pays de mes parents. Je connais la culture de l'islam de mes parents. Mon père est venu en 1960, il est mort il n'y a pas longtemps. Parce que quand je me suis retrouvée sur le plateau avec Didier Reynders ou Ducarme, il n'en avait rien à foutre que j'ai planté mon arbre, que je fais partie du mouvement laïque, que je dis venez danser avec nous, vous allez voir, on danse avec les juifs, les chrétiens, les musulmans, les laïcs, les bouddhistes, et on fait que ça. Il n'en avait rien à cirer. Il m'a dit c'est dommage, j'avais fait une gueule trop arabe, juste à cause de ma mère, parce que sa mère est espagnole. C'est le seul reproche qu'il m'a reproché.
Donc je pense que la politique qui est ici est une politique raciste. Au Maroc, c'est un despote, un dictateur, on le sait, on va le liquider, ne vous inquiétez pas pour ça. Et je dis, je suis heureuse aujourd'hui d'être marocaine, de culture musulmane, femme laïque par choix, et je nie pas les origines de mes parents, parce que mes parents viennent d'un Maroc qui était magnifique et qui s'était battu contre le colonialisme et qui ont connu aussi la torture et la violence. Ils sont passés d'une violence à une autre violence. Aujourd'hui, à nous de mettre fin à toutes les violences. Et je vous remercie beaucoup. S'il y a d'autres questions. D'abord, je voudrais féliciter Mme Moussaoui. Je voudrais juste poser une question qui ne rentre pas dans le même contexte. Mais est-ce que vous ne craignez pas pour votre sécurité une fois que vous êtes en face des islamistes, par exemple? Non, j'adore être en face d'islamistes, bon, de préférence autour d'une table, etc. Pas au coin d'une rue sombre. J'adore être en face d'islamistes parce que l'écueil au Maroc, toute personne qui critique l'islamisme radical, surtout quand c'est une femme qui ne se couvre pas les cheveux et qui parle en français, c'est de dire tu ne connais pas l'islam, tu n'as rien lu, tu n'y connais rien. Or, je suis bien souvent face à des personnes qui parlent arabe moins bien que moi, qui en connaissent beaucoup moins sur la religion que moi, et j'aime beaucoup les mettre face à leur ignorance. Maintenant, avoir peur de personnes violentes qui m'agresseraient parce que je les pousse dans leur retranchement intellectuellement, ça non, je ne devrais pas en avoir peur. De toute façon, c'est des personnes que, s'ils ne m'agressent pas moi à cause de mon propos, chercheraient de toute façon le prétexte d'agresser. Il ne faut pas en avoir peur. D'ailleurs, quand on n'a pas peur d'eux, on se rend compte qu'ils ne font pas peur, quoi, que ce n'est pas du tout le monstre qui a été engraissé par les médias, qui ont créé toute une phobie chez les gens, qui ont peur du terrorisme, qui ont peur des islamistes. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut juste parler avec eux, les provoquer même, mais il faut il faut les interpeller sur leur faiblesse intellectuelle. En tout cas, non, j'ai pas peur d'eux, quoi, du tout. J'ai une petite question par rapport, tu es cofondatrice du mouvement alternatif pour les libertés individuelles. Il y a quelques mois, vous avez mené campagne pour l'avortement médicamenteux. Oui, au Tu Maroc. peux nous expliquer comment ça s'est déroulé? Alors, le Mali en marocain veut dire Mali, quoi. Qu'est-ce que j'ai? C'est quoi le problème? Et c'est le mouvement alternatif pour les libertés individuelles, qui est un mouvement qui milite contre la peine de mort, un mouvement féministe, un mouvement qui milite pour la liberté de choix individuel, pour la liberté sexuelle, parce qu'au Maroc, on n'a pas le droit de coucher avec qui on veut, ni quand on veut, c'est puni de prison, et qui milite aussi pour la liberté d'expression, la liberté de culte et de conscience. Au Maroc, il y a un constat qui est réel et d'ailleurs qui nous montre l'hypocrisie de la politique de pruderie ambiante qui est celle de dire non, nous on est une société islamique où les gens attendent sagement d'être mariés pour coucher ensemble. En réalité, le dernier rapport du planning familial marocain, qui est une association qui est quand même reconnue par le ministère de la Santé marocain, révèle qu'il y a environ 800 avortements par jour au Maroc, en sachant que l'avortement est illégal. Bon, comment ça se passe concrètement? Quand on a 250 jusqu'à 300 €, on peut avorter dans des conditions correctes, parce qu'il y a quand même des gynécos qui le font. Quand on n'a pas cette somme, quand on a 50 ou 60 €, là on se retrouve dans des officines d'avorteuses, et ça ne se passe pas toujours très bien. Il se trouve que beaucoup de Marocaines n'ont même pas 50 ou 60 €, donc ça peut aller de s'injecter de l'eau de Javel dans le sexe ou s'introduire du persil, enfin toutes sortes de recettes pas possibles qui aboutissent à des drames sanitaires. Tout ça parce qu'on a une hypocrisie sociale pour dire qu'au Maroc on n'avorte pas, alors qu'il n'y a pas un Marocain qui ne connaisse pas une femme qui est déjà avortée. Donc il était important pour nous au Mali de travailler sur cette question-là. Et nous avons travaillé avec une association hollandaise qui s'appelle Women on Waves, qui est une association qui travaille de manière assez spectaculaire et qui est venue au Maroc. C'est le premier pays
musulmans où l'association est venue. Elle vient avec un bateau, avec les fanions de l'association, etc. Et c'est pour promouvoir l'avortement médicamenteux. L'Organisation mondiale de la santé, elle promeut l'utilisation du misoprostol pour l'avortement. Or, le misoprostol est en vente au Maroc pour la modique somme de 10 € dans toutes les pharmacies, sous la forme commerciale d'Artotech, et ça permet aux femmes d'avorter. Voilà. Dans leur salle de bain, discrètement, avec 10 €. Donc pour nous, c'était très important. Le problème, c'est que les femmes ne le savent pas. Et c'était très important dans un pays où il y a 800 avortements par jour et où il y a énormément de drames à cause de ça, d'informer les femmes. Donc on a mis en place une hotline. On a organisé la formation de quelques militants, y compris des garçons, pour renseigner les personnes qui téléphonaient, etc. Et puis, on a annoncé l'arrivée du bateau. Du coup, la marine de guerre marocaine a bloqué l'entrée du port c'est un port au nord qui est le port à Marina Smir. Voilà. La marine de guerre a bloqué l'entrée du port et nous, on craignait carrément on s'est dit, ils sont capables d'envoyer un missile sous-marin pour couler un navire parce qu'ils parlaient déjà de violation de l'intégrité territoriale et de la souveraineté marocaine. Et ils ont ramené des associations, etc., de personnes qui parlaient de génocide de fœtus marocains parce qu'ils se sont imaginés que c'était un grand navire équipé de grosses machines d'avortement et qu'on allait faire des avortements en masse, etc. Mais ils ont bloqué le port pour rien, parce qu'au moment où on a annoncé l'arrivée du bateau, il était déjà sur place. Donc il est passé sous le nez de la marine de guerre marocaine. Voilà, voilà. Et l'opération était un succès parce qu'on a eu énormément de coups de fil. Ça allait du couple absolument désespéré qui disait on est dans la mer, on ne sait pas comment faire, voilà, etc. Jusqu'à l'association. On a eu une association de Meknes qui a appelé pour dire que c'était très intéressant, qu'ils avaient souvent des filles en détresse qui arrivaient après des grossesses non désirées et que c'était quelque chose... voilà, donc l'opération était un succès. D'ailleurs, elle continue toujours. Bon, on nous a coupé la hotline en revanche. L'étude dont vous avez parlé, est-ce qu'elle a été publiée intégralement, partiellement? En fait, où est-ce qu'on peut la trouver? Il y a eu une publication qui est peut-être moyen de retrouver... qui était une publication la plus complète. Elle était en anglais et elle était jointe, c'était un projet européen. Tous les rapports nationaux étaient joints. Il doit y avoir sans doute moyen de la retrouver. Et puis moi, il y a eu quelques articles que j'en ai sortis, alors qu'ils sont beaucoup plus faciles à retrouver. Un qui a été publié dans un livre qui était dirigé par Oural Mancho. Et deux autres dans des livres, un au Québec, qui était plus sur des questions de reconnaissance et de citoyenneté. Donc, et on voit tout à fait dans quel cadre de débat ils étaient à ce moment-là au Québec. Et puis alors, il y avait un petit livre, mais qui porte plus directement sur la question du foulard, qui a été publié en 2004, et qui était une journée d'études qu'on avait fait à ce moment-là à Louvain. Puis 2004, ça a été un des moments, ou 2002, ça a été un des moments un peu chauds par rapport au foulard. Et donc la question, la journée d'études était construite d'une manière telle qu'il y avait dans un premier temps montré les effets de la complexe situation juridique en Belgique, aussi bien sur le marché du travail qu'à l'école, puisque au niveau scolaire, comme les écoles qui continuaient à permettre le port du foulard étaient quand même majoritairement des écoles professionnelles, ça avait une espèce d'effet d'autosélection pour ce type d'école. Et sur le marché du travail, c'était un peu compliqué aussi. Donc il y avait ça, puis il y avait l'analyse en droit européen. En droit européen, c'est pas si évident que ça. Il y avait à ce moment-là une intervention d'Eliane de Proust et une autre de Jean-Jacques Main. Jean-Jacques Main qui était à l'époque, qui travaillait au Centre pour l'égalité des hommes et des femmes, qui avait des analyses différentes d'ailleurs, mais où la thèse était quand même plutôt que c'est compliqué vraiment sur base de la Convention européenne des droits de l'homme qui autorise la manifestation publique
de signes religieux, c'est difficile de l'interdire, sauf à démontrer que c'est effectivement une menace pour la démocratie. Alors c'était une journée d'études qui était extrêmement agitée parce qu'il y avait des générations très différentes et donc des personnes vraiment politisées dans le marxisme, d'autres pas politisées dans l'islam. Il y avait des personnes bien islamistes dans l'histoire, il y avait des très laïques aussi, donc c'était voilà. Donc tout ça le matin avait plutôt fait que les plus musulmans et les plus porteurs porteurs si on peut dire, ceux qui étaient plutôt des partisans du port du voile étaient relativement satisfaits, sauf que l'après-midi était consacré au droit musulman et que le droit musulman permet assez difficilement de soutenir l'obligation de porter le foulard. Et donc là, ça a donné lieu à des débats tout à fait intéressants, parce qu'il y avait deux personnes qui étaient en fait des usulistes, et donc qui pouvaient vraiment discuter la question vraiment en termes de droit musulman, quoi, donc avec une analyse juridique classique. Et c'était d'ailleurs assez drôle parce qu'un des deux, effectivement, on était venu à dire que ce qui était interdit, c'était ce qui faisait rougir. Bon, mais par exemple, on sait tous bien que quand même une femme nue sur une plage nudiste ne suscite pas beaucoup le rougissement, et donc lui avait fini par recommander pour que les hommes cessent de rougir. Mais dénudons-nous de manière générale et le problème sera réglé. Alors ce qui était assez intéressant, c'est qu'il y avait à ce moment-là une personne qui avait des responsabilités importantes au Conseil supérieur, enfin à l'exécutif des musulmans, et qui a fini par dire: mais moi je sais pas trop parce que je suis chimiste de formation. À quoi une des personnes lui a dit: mais si vous êtes chimiste, occupez-vous donc de chimie et cessez de vous occuper du voile et du fait que les filles devraient vous porter le voile. Et donc voilà. Et donc ça a fait l'objet d'un petit livre qui a été publié à part, qui s'appelle Féminité, minorité, islamité, et qui était vraiment destiné à justement à remettre du jeu un peu dans les rouages. Alors, au bout de 2 heures, les 2 premières heures, c'était pas loin d'en venir aux mains. À la fin de la journée, tout le monde riait, et en fait, c'était pas mal que des gens qui avaient des positions aussi différentes puissent finir par avoir de l'humour par rapport à la situation. Est-ce que je peux poser une question ? Oui. Oui, il y avait Madame Barra. Non, bonsoir, je m'appelle Camille Saïdi et merci beaucoup pour vos interventions. J'étais évidemment interpellée à la fois par ce qui se passe ici et à la fois par ce qui se passe là-bas. Je me suis d'ici et de là-bas. Et ma question, c'est aussi par rapport à ce qui est en train de se passer avec la réalité des printemps arabes et du fait qu'au Maroc, il y a un nouveau 9 février et qu'il y a tout ce qui est en train de succéder et qu'on est vraisemblablement... ma question, c'est: est-ce qu'on est vraiment à un tournant pour nous au Maroc? Apparemment, on semble dire que ça ne va pas capoter comme dans le reste, dans les autres pays où il y a eu le printemps arabe, et qu'il y a quand même une direction qui est en train de... En tout cas, il y a une ouverture, la brèche, elle est là, puisque vous êtes là et que vous avez plein de gens apparemment derrière vous qui continuent sur cette lancée, et qui, moi, me donne aussi de la force et de l'espoir. Mais je suis très intriguée en fait de voir comment est-ce qu'on va négocier ça dans cette culture qui est quand même à la fois attirée vers l'ouverture et qui à la fois ne sait pas comment s'ouvrir. Enfin, pour moi, c'est vraiment cette contradiction-là, elle est quand même évidente, quoi. Et je me dis comment notre société va... Est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous arrivez à vous projeter, est-ce que vous arrivez à avoir, ou est-ce que c'est quelque chose qui va être... on ne sait pas, ça va s'inventer au fur et à mesure, parce que j'ai quand même le sentiment qu'on met beaucoup de choses en place pour que cette ouverture soit contrôlée, si j'ai bien compris. Et puis moi, j'ai besoin d'entendre les cris. Enfin, une des choses qui m'a interpellée chez vous, c'est que vous êtes quelqu'un qui avait quelque part crié. Et vous avez parlé des cris et des murmures, donc ça m'a aussi ça m'a touchée parce que c'est quelque chose dont j'ai l'intuition, et je me dis, quand on crie, est-ce qu'on vous écoute? Ou bien est-ce qu'on essaie toujours de vous combattre? Est-ce que la société civile commence à être de plus en plus de votre côté? Voilà, c'est un peu
C'est un peu ce ressenti-là aussi qui m'intéresse. Merci. C'est une très très longue question. Mais en fait, comment je me projette? Malheureusement, c'est involontaire, mais quand on se projette, on projette aussi ses désirs. Donc je vais essayer de mettre mes désirs de côté, parce que mes désirs sont très clairs. Mon rêve, ça serait une république marocaine laïque et démocratique. En tout cas, aujourd'hui, il semble très clair qu'il n'y aura pas de démocratie ni de justice possible sous la monarchie. Cette monarchie n'est pas réformable, elle est incapable d'aller vers une forme démocratique du pouvoir. Maintenant, en dehors, mes désirs mis de côté, moi je reste convaincue d'une chose. Je reste convaincue que l'Égypte est et a toujours été le laboratoire de ce qu'on appelle le monde arabe. Ce qui se passe en Égypte est extrêmement intéressant. Bon, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui disent « Oui, les printemps arabes se sont transformés en hiver », mais enfin, je veux dire, c'est des gens qui blaguent. Comment est-ce qu'on s'attend à ce qu'une révolution enfante d'une démocratie du jour au lendemain? C'est pas possible, ça prend des décennies. La Révolution française a pris des siècles. Comment peut-on demander à des peuples qui n'ont jamais été libres de faire preuve du jour au lendemain d'une grande sagesse politique? C'est impossible. Toujours est-il, j'ai cité l'exemple égyptien parce qu'on commence à voir clairement qu'en Égypte, il y a une prise de conscience qui est très claire, qui est celle que la vraie révolution, celle qui apportera un salut politique et non pas un autre totalitarisme, ça sera la révolution contre l'islam politique. Finalement, c'est pas plus mal qu'aujourd'hui, tous ces gouvernements, tous ces régimes islamistes se retrouvent dans une situation de gestion de transition et de phase de crise, parce qu'on voit bien qu'ils ne sont pas plus compétents que les autres, ils ne sont pas plus intelligents que les autres, loin de là. C'est-à-dire qu'à la limite, sur le plan de la gouvernance au quotidien, si ce sont des gens qui se targuent d'être contre la corruption, etc., en tout cas, ce sont des gens qui n'ont pas d'élite, qui n'ont pas... En tout cas, voilà, les gens au Caire, en Égypte, commencent à réaliser que ce n'est pas avec la lecture de quelques versets coraniques et habbat al-baraka qu'on va régler les problèmes du chômage et de l'inflation et des problèmes économiques, voilà, d'une part. Donc ça, j'en suis persuadée. C'est une prise de conscience qui commence à émerger dans les franges, et non pas chez la majorité. Or, ce sont toujours les franges qui changent la société. Par exemple, au Maroc, il y a une dizaine d'années, en 2002-2003, tout le monde chantait les louanges de Mohamed VI. Tout le monde, y compris d'anciens gauchos, etc. Tout le monde nageait en plein bonheur d'un Maroc en marche, guidé par un jeune souverain dynamique qui aime les pauvres. Et voilà, on connaît tous la rengaine. Mais il y avait une toute petite élite. Enfin, élite, je ne sais pas si on peut appeler ça élite, mais une toute petite communauté qui ne dépasse probablement pas quelques dizaines de personnes, qui s'exprimaient à ce moment-là et qui disaient « Attention, attention ». L'IER, tous ces chantiers phares, le fait qu'on torture des islamistes aujourd'hui dans des prisons secrètes, le fait qu'on en arrête 12 000 et qu'on les torture dans des centres, les progressistes sont contents, mais ça veut dire que nous avons un régime qui torture. C'est pas parce qu'il torture vos adversaires idéologiques qu'on va se taire. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un changement radical, un point de non-retour au Maroc. Premièrement, nous avons une jeunesse extrêmement politisée, et c'est ce que nous a légué le printemps arabe. Le printemps arabo-berbère amazigh du Maroc, certains disent oui, mais au Maroc il y a une évolution, pas une révolution, en tout cas pour le moment, l'évolution du régime, je n'en vois pas, il y a juste un remaquillage de façade. Mais il y a eu une évolution sociale. Avant, les jeunes étaient complètement absents de la politique, incapables de citer 2 partis politiques. De toute façon, il y en a 34 qui sont tous les mêmes, donc les jeunes sont intelligents, ils savaient bien que c'est pas là que ça se jouait. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que nous avons une excellente élite politique pour l'avenir. Des jeunes qui sont très impliqués dans les affaires de la cité, etc. Et, par ailleurs, jamais la monarchie marocaine n'a été aussi impopulaire dans son histoire, en tout cas la monarchie moderne. Certes,
en 2012, toutes les tribus marocaines voulaient zigouiller le sultan à Fès et il a été sauvé in extremis par la France, chose que le régime s'est empressé d'effacer des manuels scolaires. Mais aujourd'hui, il y a des traces qui restent. Aujourd'hui, il y a des médias et des choses qui font que nous avons atteint un point de non-retour. Et les Européens, notamment la France et la Belgique, qui sont les grands chaperons du Maroc, surtout la France, qui soutient le Maroc mordicus et qui, à mon avis, ne bougera pas le petit doigt si le Maroc écrase la population marocaine au bulldozer. D'ailleurs, on a bien vu comment la France s'est comportée avec la Tunisie. Je pense qu'au Maroc, ça sera pire. Que si on gaze les Marocains au phosphore blanc, la France ne bougera probablement pas. Enfin, je ne veux pas lui faire un procès d'intention, mais c'est pour dire à quel point elle est complice de ce régime dictatorial. Aujourd'hui, des régimes comme le régime français ou comme le marigot politique belge qui est extrêmement complaisant envers le Marzen, je pense qu'ils verront que la plus grande surprise de ce qu'on appelle le monde arabe viendra du Maroc. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. On va peut-être passer à la dernière. Oui, la dernière question peut-être. En fait, je vous ai écouté toutes les deux, même si je fermais les yeux, c'est simplement parce que je suis un peu malade. J'ai été un peu perturbée par vos discours, toutes les deux, mais perturbée dans le bon sens. Dans le sens où j'ai appris plein de choses, mais quand vous parliez à propos de l'islamophobie ou de la xénophobie, je voudrais vous raconter brièvement. Je suis née au Maroc, j'ai vécu 21 ans ici, puis je suis partie aux États-Unis, je suis restée 24 ans et je suis revenue par intervalle. Et par intervalle, je me suis rendu compte que ça se radicalisait de plus en plus et que le racisme, ce qui était la xénophobie ou le racisme que nous combattions en tant que jeunes de l'AGM ou de Hajitkoum ou le Hijra ou n'importe, que nous étions la première génération, a complètement changé. On ne se reconnaissait pas du tout. Et maintenant, je pense qu'on est en face d'islamophobie. Maintenant, par rapport au voile, je suis entièrement d'accord, je suis féministe, je le comprends. En même temps, parce que je suis féministe, j'ai cette position de respect du choix, quel qu'il soit. Et quand, que ce soit la liberté du corps, ou que ce soit la liberté de porter le voile ou d'autres, je comprends, Zineb, ton engagement est extraordinaire et fait envie. Mais en même temps, dans tes propos, je sens que c'est blanc ou noir. Il n'y a pas de nuance, tu vois. Et moi, avec l'âge et le temps, j'ai appris à voir des nuances. C'est-à-dire que j'ai eu des cours aux États-Unis sur l'islam et l'Occident, juste après le 11 septembre, où j'avais des filles voilées. Comme j'ai eu des jeunes filles ici dans une maison mosaïque à Laken, où j'enseignais l'anglais à des jeunes femmes qui étaient complètement voilées ou converties ou pas, avec le niqab et tout. Et c'est vrai que c'était un choc au départ parce que je ne suis pas habituée. La première fois, j'étais vraiment choquée. Mais j'ai appris à les écouter. Quelle que soit la logique qui les pousse à le porter, elles ont fait un choix et je suis à même de respecter ce choix. Mais dans ma vie personnelle et dans mon engagement féministe, je me défends contre le port du voile. Mais je pense qu'il faut y avoir quelques petites nuances, dans le sens où tu disais, par exemple, une ninja n'a pas le droit de se plaindre d'être stigmatisée. Le fait de choisir de porter le voile fait que la plupart de ces femmes ne peuvent pas trouver de boulot et en sont réduites à faire du comment on appelle ça, titre et service. Même si elles ont des diplômes ou d'autres. Vous parlez des voilées intégrales ou des voilées... Oui, des voilées intégrales ou bien simplement un voilé... voilé simplement parce qu'elles ne veulent pas enlever le voile. Donc c'est une réalité qui n'était peut-être pas familière parce qu'elle est autre que celle du Maroc, mais qui se vit au quotidien ici
jusqu'au point où ces femmes sont mises dans la précarité, quoi. Et donc, c'est pour ça que moi, je voudrais un peu nuancer le débat. Merci. Je vais vous laisser. Ouais, je vais réagir là-dessus. Alors, évidemment, le monde n'est pas manichéen. Et ce n'est ni blanc ni noir. Il n'y a pas des nuances, mais il y a une palette de nuances, évidemment. Alors, je ne sais pas si mon discours a laissé penser que j'avais cette vision manichéenne des choses, mais en tout cas, je suis consciente qu'il y a des nuances, et beaucoup de nuances, et beaucoup de causes et de conséquences, et il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu, que ce soit ici ou au Maroc, des éléments politiques, sociaux, économiques, familiaux, psychologiques, intellectuels, etc. Il y a une multitude de choses qui entrent en jeu dans cette question du voile. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le voile n'étant pas le voile intégral. Je pense que c'est quand même un peu... Là, je persiste et signe. Je pense que c'est quand même un peu fort de café que de porter le voile intégral et se plaindre de ne pas se trouver du travail, quoi. Je veux dire, c'est quand même fort de café. Là, je rentre d'Afghanistan. Je suis restée 1 semaine. J'étais à Kaboul. J'étais dans un quartier où je pouvais marcher, parce que ce n'est pas possible dans tous les quartiers. Je pouvais marcher en étant voilée, évidemment. Et où j'ai vu beaucoup de femmes afghanes courageuses qui se voilent à l'iranienne, qui symbolisent, voilà, qui veulent montrer qu'elles sont voilées, certes, mais habillées à l'occidental, avec des vêtements longs, etc. Et dans le lot, je voyais aussi beaucoup de burkas. On a beau être conscient qu'on est à Kaboul, qu'on est en Afghanistan, la présence de la burqa bleue est quelque chose de glaçant, de terrifiant. Ce n'est pas, on n'a pas une présence humaine en face de nous. D'ailleurs, j'étais avec une amie qui me le disait, c'est tous ceux qui viennent en Afghanistan disent ça, ils disent il y a les hommes, les femmes et les burqas. Et par ailleurs, c'est dans un pays comme l'Afghanistan où l'on réalise à quel point chaque voile, chaque nœud, chaque épingle, chaque mèche de cheveux qui dépasse est un acte politique. En Afghanistan, où il y a des communautés, les Hazaras, les chiites, les Pashtuns, les burkas, les machins, là, on réalise réellement que chaque mèche de cheveux, et ça, c'est des signes que les Afghans, eux, perçoivent. C'est quelque chose de très important. Maintenant, pour moi, le voile intégral noir, ici en Belgique, c'est-à-dire le fait de se dire je vais me mettre en voile parce que je ne veux pas être vue par les hommes pour ne pas créer la fitna ou pour des raisons qui regardent cette personne, je trouve que c'est quand même un peu fort de café de venir dire après ouais mais j'ai pas trouvé du travail. Eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je veux juste conclure là-dessus par rapport à l'enseignement. J'ai enseigné 2 ans à l'université en Égypte où j'avais un bon tiers de ma classe qui étaient des filles voilées. Et cette question s'est posée à moi. Je me suis dit, comment est-ce que je traiterai cette question avec mes étudiantes ? Est-ce que je leur dirai ce que je pense ? Une chose était sûre pour moi, en préambule à toute chose, une chose était claire, c'est que ces étudiantes-là, et d'ailleurs ça s'applique aussi à des femmes qui sont citoyennes avant tout, voilées ou pas, les étudiantes ne doivent absolument d'aucune manière souffrir, que ce soit pour leurs notes, pour la qualité de l'apprentissage que je leur transmets, pour la qualité du travail que je tente de faire avec elles, ça ne doit absolument pas souffrir du fait qu'elles sont voilées ou pas. Parce que ça, c'est mon intégrité de professeur qui entre en jeu. Mais est-ce que je dois être franche avec eux ? Et j'avais un rapport qui était très proche, très amical et complice avec mes étudiants. Eh bien, j'ai décidé de leur dire. J'ai décidé de leur dire ce que je pensais, comme je parlerais avec une amie et que je lui dirais le fond de ma pensée, que voilà, que je trouve que le voile est quelque chose de... Eh bien, ça s'est très bien passé. Même ces étudiantes ont accepté finalement que je leur dise ça. Certaines se sont voilées en cours d'année, d'autres l'ont enlevé en cours d'année. Et j'en étais ravie d'ailleurs. Et puis, voilà. Et puis, l'échange se faisait sur des blagues. Par exemple, j'animais un cours qui était qui était un module pour chercher un stage. J'ai une étudiante qui m'a dit « J'ai postulé au service économique de l'ambassade de France, mais je n'ai pas été prise à cause du voile. » Alors, je n'ai pas pu résister à l'envie de lui faire une blague. Je lui ai dit « C'est pas grave, tu n'entreras pas
à l'ambassade de France, mais tu iras au paradis. Tu entreras au paradis. Donc elle a compris que voilà. Et il y a un rapport très décontracté qui s'est installé sur ça, quand bien même elle savait ce que je pensais, mais j'étais leur prof, c'est des étudiantes, et c'est le rapport humain qui prime. Voilà. Fabienne, tu voulais intervenir? Excuse-moi, je voulais oui, juste... non, alors, tout à fait d'accord sur plusieurs choses. D'abord sur le fait qu'il y a tout à fait moyen d'en rire. Ça, c'est effectivement, et que donc, vraiment, c'est très facile d'en rire. Sur le fait aussi que par rapport à la burqa, quand tu disais tout à l'heure, pour toi c'est pas quelque chose qui a à voir avec la laïcité, c'est quelque chose qui a à voir avec effectivement davantage, si on peut dire, l'ordre public ou la sécurité dans les échanges, etc. Et je pense pas effectivement que la laïcité doit venir. En même temps, je suis très sensible à ce que vous dites, et quand vous dites effectivement écoutez les significations qu'elle donne, parce que les significations qu'elle donne ne sont pas universelles, et en plus elles ne sont pas stables. Donc pour moi, je pense, pour moi l'enjeu c'est effectivement chaque fois, je dirais, d'essayer de créer des interactions telles que effectivement ça leur donne des ressources pour bouger. Voilà. Alors après, elle bouge pas. Et donc par exemple dans cette journée d'études, c'est vrai qu'avoir l'après-midi avec des usulistes et des droits musulmans qui expliquaient comment on raisonnait, etc., je pense que ça les arme dans une série de conversations et dans une série de discussions. Après ça, elles en font encore ce qu'elles veulent. Maintenant, c'est vrai que quelqu'un a dit tout à l'heure, l'extrémisme est partout, et je pense que dans les filles qui portent le voile, moi j'ai jamais entendu de filles scolarisées qui me disaient je veux porter le voile parce que je veux pas qu'on voit mes cheveux. J'en ai entendu plusieurs qui me disaient je porte le voile parce que je suis belge et que mes parents étaient des saints. C'est un discours même presque très stéréotypé en disant mes parents c'était une force de travail, moi j'ai des droits, je veux pouvoir les exercer. Et c'est presque comme si c'était une manière d'honorer leurs parents. Et donc, c'est pas je suis l'inférieur d'un homme, c'est je suis l'égal d'une Belge. Et quand elle ramène la question de la fidélité aux parents, en général, moi, ce que je leur dis, c'est oui, je comprends tout à fait que tu as envie de faire honneur à tes parents. Maintenant, par rapport à ça, je ne suis pas sûre que le voile soit la chose la plus importante. Je pense que moi, j'ai été assez surprise dans beaucoup de cas. Oui. On ne veut pas d'un bruxellistan ou d'une belgistan. Non. Nos parents, quand ils sont venus, ma mère, elle s'est mariée 9 fois. Samira, oui. C'est simplement pour dire pour madame, le côté... Laisse-la terminer, on va... Parce qu'ils portent un foulard, c'est faux. Parce que déjà dans l'islam, le foulard n'existe pas. Depuis 1980, depuis Ayatollah... Samira, merci. On a commencé à nous emmerder avec ce foulard. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors commencer à dire que c'est une stigmatisation de la société ou quoi que ce soit, ce n'est pas vrai. Quand les premiers immigrés sont venus, je peux vous assurer, il faut regarder la vidéo. Non, mais je sais bien, j'habitais à Saint-Georges. Oui, non, mais je sais. Samira, on va pas refaire le débat. Je sais, mais je suis d'accord. Non, mais une minorité fait une majorité, et ça nous fout un problème fou à toute la jeunesse. Ça fout le bordel partout. Ces femmes-là, il y en a marre depuis 80 qu'elles aillent en Iran, en Arabie Saoudite. Et puis le voile intégral, c'est nada. On ne porte pas. Non, je suis d'accord avec vous. Merci Samira. Non, je suis d'accord avec vous. Mais même le foulard, nos parents, ma mère elle est venue avec un chignon à la mode, avec des mèches, avec un mini-jupe. Mon père est venu avec le taille, avec le costume et tout. Pas tout le monde y est facile, hein. Mais oui, c'est une façon depuis 80 Pas tout le monde vient de fesses. Qui s'embarquent en Arabie Saoudite. Faut pas dire qu'elles sont stigmatisées, qu'elles n'ont pas d'emploi. C'est très gentil, merci beaucoup. Tu viens de Liège. Non, alors... Samira, s'il te plaît. La démocratie de l'islam existe aussi. Non. Dans l'islam, quelque chose qui vous dérange, vous faites non, juste. J'ai eu un père musulman et je l'écris et j'ai même réécrit le Coran. Samira, on va pas refaire le débat. Je pense que là, on a tous compris ta position. Tu vas laisser terminer l'intervenante.
Oui, mais d'un côté, je comprends tout à fait ça. Et de l'autre côté, c'est tout aussi vrai, et ça a été montré. La première question du foulard qu'il y a eu en Égypte à la fin du 19e siècle, elle était portée par Lord Cromer, qui était à l'époque le consul, qui était militant contre le voile en Égypte et militant contre le droit des femmes en Angleterre. Donc, il y a des usages politiques de la question du voile. Donc, par rapport à ça aussi, il y a aussi, quand je disais tout à l'heure, on a recodé l'immigration à partir de l'islam. Ça s'est fait conjointement à l'évolution du droit de la nationalité. On a commencé à parler d'allochtone. Un allochtone, c'est quoi? Un allochtone, ce serait quelqu'un qui serait étranger de père en fils, qui deviendrait définitivement différent. Et on rend les gens différents par rapport à la religion. Et je suis désolée de le dire, mais pour les garçons, ce qui est l'équivalent, ce qui produit les mêmes effets, ce qui est l'équivalent fonctionnel pour les garçons, c'est les antécédents judiciaires, et pour les filles, c'est le foulard. Alors c'est désespérant. C'est désespérant, et la question, c'est de savoir comment, effectivement, on fait pour que des personnes puissent avoir des droits égaux et les exercer de manière égale et ne pas s'auto-exclure. Parce que finalement, sur ce point, on est d'accord, elle s'auto-exclut. Elle s'auto-exclut parce qu'elle pense que c'est avoir une conscience fière, parce qu'elle pense que c'est faire honneur à leurs parents, parce qu'elle pense toute une série de choses, et elle se retrouve exclue de l'école. Mais enfin, je dis, moi, en tant que féministe, je ne peux pas soutenir ça. Je ne peux pas soutenir ça. Donc on les aide à surfer jusqu'au moment où elles font les choix qu'elles veulent. Et là, moi, je sais pas, quand les gens... Oui, je sais pas, moi, quand je peux pas supporter dans une école qu'on fasse pression sur des filles pour qu'elles portent le voile, mais je trouve difficile de soutenir l'inverse et de dire tu as le droit de choisir de ne pas le porter, mais tu n'as pas le droit de choisir de le porter. Je trouve ça compliqué. Et donc si elle porte le voile, moi demain j'irai à l'école à poil. Je vais mettre à côté d'elle. Encore deux dernières petites questions avant de conclure. J'ai une question à Zineb concernant la. En fait, c'est une question en fait au mouvement Mali. Je suis très content en tant que Marocain, que ce mouvement existe. Et quand on parle de l'exception marocaine, je sais que beaucoup ne sont pas d'accord. Moi, je la vois, mais pas dans le sens où il y a une démocratie, mais dans le sens où même la tristement célèbre Al Jazeera reconnaît le dynamisme de la société civile marocaine. Donc il y a une exception marocaine pour moi. Et le mouvement Mali en fait partie. Mais la question est, quel regard portez-vous sur l'expérience de la gauche dans le monde arabo-musulman ou au Maroc, qui ont beaucoup, pour ceux qui l'ont fait, ont fait leur autocritique, parce que après la chute du mur de Berlin et tout, ont beaucoup dit comment est-ce qu'on a été con de combattre, ça a mené de front, et exclure la religion, qui est quand même une composante importante et essentielle de ce peuple, et on veut l'exclure complètement et faire une société socialiste. Pour ceux qui ont fait l'autocritique, et il y a un texte très célèbre du Parti communiste libanais qui était le premier à le faire, et donc vous faites la même chose. Encore deux petites questions et ensuite on va laisser les intervenantes conclure. Naïma, vas-y. Merci. Moi, c'est juste pour éclairer quelque chose à madame sur le choix de la femme qui porte le foulard. Je veux dire que ce n'est pas du tout son choix. La plupart des femmes migrantes, surtout ici en Belgique, c'est par force, c'est par obligation. La femme, c'est son mari qui l'oblige. La fille, c'est ses parents qui l'obligent. Et les femmes, en général, c'est la société qui les oblige. Et je trouve que la femme migrante, surtout en Belgique, et d'après ce que j'ai vu, elle est moins sécurisée que la femme au Maroc ou en Égypte ou n'importe quel pays. Donc, une femme qui ne porte pas le foulard, elle est mal vue chez les Arabes, musulmans, entre parenthèses. Je connais une femme qui était agressée par des petits-enfants de 12 à 15 ans, qu'on l'a agressée et on l'a maltraitée avec des sales mots, avec tout ce qui n'est pas bien pour une femme. C'est une question, sinon on va passer à... Voilà, la question c'est que, est-ce qu'il y a une solution pour que la femme migrante en Belgique soit sécurisée?
Donc, la dernière question. Moi, ce que j'ai envie de poser comme question pour Zeynep, parce qu'il n'a pas beaucoup parlé, en parlant de l'islam politique, mais vous avez oublié de parler d'Abdeslam Yassine, qui est le père spirituel du mouvement islamiste, qui est désigné par des médias internationaux aujourd'hui comme le premier opposant à la monarchie, qui est mort hier. Est-ce que c'est la fin de son organe? Parce que c'est quelque chose de... C'est le père spirituel, le père fondateur. Est-ce que c'est la fin de son mouvement, ou bien le mouvement va être plus radical qu'avant? Merci. Très bien, Zineb. Je pense que la question de la dame, elle est plutôt pour toi sur la Belgique. Moi, c'est plutôt le demi. Alors, comment sécuriser la femme migrante? Moi, dans ce que vous dites, il y a des femmes qui sont forcées et il y en a tellement d'autres qui ne le sont pas. Et donc voilà. Donc du coup, je ne pense pas qu'on peut penser la sécurité des unes et la sécurité des autres de la même façon. Et par ailleurs, je pense aussi que la situation, j'étais très sensible à ce que vous disiez, la situation évolue en Belgique de manière très rapide. Et effectivement, elle brouille les cartes, parce que c'était très simple de se battre contre le racisme, contre la xénophobie. Quand je dis c'était très simple, c'était pas nécessairement simple, mais les lignes étaient claires. Les lignes étaient claires. Et le fait de cette espèce d'islamisation du racisme rend les lignes de lutte contre le racisme beaucoup plus complexes, parce qu'on n'arrête pas de se diviser entre nous. Et donc voilà, donc moi je pense aussi par rapport à ça que dans ce genre de situation, j'ai toujours tendance à revenir aux fondamentaux et à Marx et à dire tout ça c'est des luttes dans la superstructure, hein, et qu'est-ce qui se passe dans l'infrastructure qui fait que les luttes dans la superstructure se recomposent de cette façon-là, parce qu'il y a des recompositions des luttes. Mais je pense que voilà, et quand même un tout petit peu pour rebondir par rapport à cette question-là, je pense qu'une des questions qui est, une des difficultés qu'on a aussi tient au fait que un certain nombre de sorties de la colonisation se sont faites effectivement de manière laïque et autoritaire. Et que donc il y a eu une sorte en tout cas il y a parmi un certain nombre de jeunes une sorte de discrédit ou de méfiance par rapport à la laïcité. Alors par rapport à ça, de nouveau, il y a des choses qui sont très curieuses. Donc, tu disais, il n'y aura pas de sortie, il n'y a pas d'espoir pour les femmes dans l'islam. Non, effectivement, a priori, moi, j'en vois pas non plus. Sauf qu'alors, il y a des théologiennes féministes qui commencent à dire, mais attends, quand on disait Adam et Ève, d'accord, dis-le en arabe, hein, moi, tu le diras mieux que moi, qu'est-ce qui dit que Ève, c'était une femme? Qui a dit que Ève était une femme, et puis qui font une belle analyse grammaticale et syntaxique en disant finalement c'était deux hommes, enfin d'où est-ce que vous avez vu que c'était un homme et une femme, et donc voilà. Alors moi ça me fait mourir de rire, sauf que ça produit des effets. Donc au départ moi et qu'à partir de là ils font des brèches, et que donc finalement les formes que prennent la résistance nous enseigne sur les formes de la domination. Je ne sais pas si on peut a priori dire la résistance prend toujours telle forme. Et je pense que c'est souvent d'un pays à l'autre que finalement on sent comment la résistance doit s'avancer, même dans des voies aussi bizarres que finalement elle était peut-être un homme. Zineb, pour la conclusion. Oui, moi j'ai deux questions en fait. J'ai la question de la gauche dans les pays arabes, etc. et Mali qui veut faire abstraction du fait religieux et qui donc reproduit les écueils de la gauche qui a échoué c'est une très grande question aussi. Je vais parler du Maroc. La deuxième question, c'est sur l'adl ou l'ihsan, justice, les islamistes marocains. Bon, je vais parler du cas marocain. La gauche marocaine n'a jamais été une gauche laïcarde comme le bassisme ou voilà, ces partis qu'on a vu émerger en Syrie, en Irak, etc. La gauche qui a été portée historiquement par l'USFP, qui est la formation de gauche historique, plus la gauche et les multiples
d'abord au Maroc, parce qu'il y a la gauche communiste, il y a la gauche socialiste, il y a la gauche labellisée Marzen, il y a la gauche... enfin voilà, de quelle gauche on parle? Ceci étant, c'est pas le plus important. Parce que, en dépit du fait que la plus grande trahison, non pas, je ne parlerai même pas de la laïcité, parce que la question de la laïcité ne s'est jamais posée au Maroc. Au Maroc, la gauche a beaucoup plus parlé de progressisme dans le passé. C'était une gauche qui se disait une gauche progressiste et qui portait des grandes revendications sociales, comme par exemple le féminisme, qui était en tout cas censée être porteuse de ce progressisme-là, d'une certaine égalité homme-femme, etc. Ben, cette gauche, elle a trahi. Aujourd'hui, quand on voit l'USFP au moment de l'alternance, quand Abdelrahmane Yousfi a été appelé au pouvoir, ça a été la grande trahison de la gauche qui finalement a tout abdiqué au palais et qui n'a même pas eu le courage de porter le crédit de quelques réformettes sans intérêt, comme la réforme de la Moudawana, c'est-à-dire le code de statut personnel, qui certes a réparé quelques injustices, mais qui n'est certainement pas à la hauteur de la lutte féministe au Maroc. Toujours est-il, le fait de dire que cette gauche a fait abstraction de la religion et que Mali aujourd'hui, parce que je parlerai du Mali plutôt que de la gauche dont je ne suis pas porte-parole, et qui de toute façon n'est pas monolithique sur ce point de vue-là. Le fait de dire que Mali reproduit les écueils de la gauche parce qu'il veut traiter des questions sociales en faisant abstraction de la religion. J'ai pas dit ça, mais c'est pas grave. C'est-à-dire le fait de si j'ai bien compris, hein, parce je que dis que le regard, parce que certainement dans votre lutte ou dans votre projet de société que vous avez pour le Maroc, vous allez regarder derrière la gauche qui est pas très loin. Et le projet, je parle de la gauche comme projet de société, qui a voulu un projet de société qui excluait la religion, il a fait son autocritique. Donc, j'ai compris. Bon, tout d'abord, la gauche n'est pas une référence pour nous, absolument pas. Le mouvement alternatif pour les libertés individuelles, le Mali est un mouvement qui est interdit, qui est un mouvement qui, comme son nom l'indique, est un mouvement alternatif, c'est-à-dire qui s'exprime par des modes alternatifs, par la provocation, s'il le faut, pour non pas susciter, pour obliger les gens à entrer dans un débat et pour imposer des questions qui ont été abandonnées, même par la gauche, pour les ramener sur le devant de la scène. Des questions comme la liberté individuelle, des questions comme l'homosexualité, comme la liberté de culte, ces questions-là finalement, elles étaient complètement escamotées, y compris par les droits de l'homiste marocains. Même eux, évidemment, n'abordaient pas ces sujets-là parce que nous sommes dans un pays où il y a la torture, où il y a l'enlèvement, où le travail des enfants, etc. Donc ces questions-là, finalement, on considérait un peu que c'était un luxe, tu vois, un luxe réservé aux sociétés démocratiques. Ce sont elles qui peuvent parler de ces questions. En réalité, c'est pas vrai, parce que la liberté individuelle, elle est le fondement même de la construction de la citoyenneté. On doit définir ce que c'est que la liberté. La liberté doit s'exprimer dans l'espace public et doit être admise par autrui, même si elle le dérange, a priori. Et toujours est-il, le Mali n'est absolument pas porteur d'un projet de société qui fait abstraction de la religion, pas du tout. Le Mali est un mouvement qui réclame principalement l'abrogation de lois liberticides, qui est en tout cas, si on doit lui attribuer un projet de société, c'est un projet qui est celui des droits de l'homme dans leur acception universelle et qui ne fait pas abstraction de la religion pour la simple raison que c'est impossible au Maroc, parce que la religion, elle est omniprésente, elle est partout, et que c'est un mouvement qui est né par opposition à cette omniprésence de la religion dans les lois. Si la société peut être musulmane, est-ce que pour autant le système juridique doit l'être? Ça, c'est une question. Et sur ça, d'ailleurs, ça me permettra de faire la transition avec la deuxième question. J'aimerais parler de quelque chose qui, en ce moment, on voit tous ces régimes islamistes qui arrivent au pouvoir en Égypte, en Tunisie, au Maroc, les Ben Kéran et compagnie qui sont élus. Et tous ces gens-là disent avec beaucoup de fierté, nous, on est des islamistes modérés. Ça veut dire que nous, on ne tue pas. On ne lapide pas sur l'espace public et tout. On est des islamistes modérés et notre modèle, c'est l'AKP. C'est le modèle turc.
qui est, bon, l'AKP, c'est un parti qui pose quand même 9% de croissance économique sur la table, deuxième croissance mondiale après la Chine, remarquable. Même si la Turquie, c'est pas encore tout à fait ça au niveau des droits de l'homme. Mais en tout cas, tous ces islamistes disent, nous, on est des islamistes sympas et bien, modernes, comme les islamistes turcs. En réalité, c'est un écueil absolument scandaleux. Parce que quand Erdogan est allé et qu'il a fait son fameux discours du Caire et qu'il était reçu, ovationné par les frères musulmans jusqu'à ce qu'ils leur disent que la Turquie n'est pas un État islamiste mais un État laïque, là du coup ils ont trouvé qu'Erdogan était tout à fait nul. Et tout ça pour en venir là, tout ça pour dire que si la Turquie est un modèle, c'est parce que la Turquie est un État laïque. C'est le seul État laïque avec la France réellement dans le monde. Et la Turquie, c'est l'exemple éloquent et vivant que la laïcité est compatible avec l'islam. Ça fait des dizaines d'années aujourd'hui, ça fait presque un siècle que la Turquie est un État laïque. C'est un État qui, malgré les problèmes qu'il a, malgré le fait qu'il traverse tout un tas de problèmes, qu'il y a des problèmes de droits de l'homme, etc., en tout cas, est la preuve que islam et laïcité sont compatibles. Est-ce que les Turcs sont moins musulmans que les Arabes? Est-ce que les Turcs aujourd'hui... Gouvernés par l'islam. Enfin, je veux dire, un État laïque, comment, quoi? La Turquie est un État laïque, mais enfin, elle se soucie quand même beaucoup de... C'est une laïcité, en tout cas, c'est un modèle laïque qui est différent du modèle français, c'est-à-dire que dans le nationalisme turc, le bon turc, c'est quand même le turc sunnite, mais laïque, mais toujours est-il, c'est un État, c'est un pays pour lequel la liberté de culte est un fait, même depuis l'Empire ottoman. Et où, en tout cas, voilà, il y a cet attachement à la laïcité qui fait partie de l'identité nationale turque et qui est une preuve que c'est compatible avec l'islam. Les Turcs, le peuple turc continue à être un peuple croyant, musulman, etc. Oui, ça, d'une part. Les militaires sont intervenus plusieurs fois pour... C'est les soldats qui ont imposé la laïcité quelque part en Turquie. Pas du tout, c'est depuis Atatürk. L'armée. C'est Atatürk, etc. En tout cas, toujours est-il, le propos n'est pas de polémiquer sur la Turquie. Le propos, c'est de dire que ce n'est pas parce qu'une société est musulmane que le régime doit l'être. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, moi, le Maroc m'interdit d'épouser un homme non musulman. C'est interdit. Je n'ai pas le droit d'épouser quelqu'un qui est considéré comme chrétien par le Maroc. C'est pas parce que demain ça sera permis que les musulmanes croyantes iront épouser des juifs. Enfin, elles vivent en France et en Belgique, elles ont le droit d'épouser qui elles veulent, mais parce qu'elles sont pratiquantes, elles font le choix d'aller épouser des hommes musulmans comme leur religion leur dit. Donc vous voyez, c'est pas l'État ne doit pas avoir vocation, les lois n'ont pas vocation à être les gardiennes de la vertu et de la chasteté des gens, quoi. C'est tout ce qu'on dit. Maintenant, une société, si les gens, les personnes ont une religion, l'État ne doit pas avoir une religion. L'État doit être inodore, incolore. L'État, c'est un ensemble d'institutions, point barre. On parle de citoyens, ce sont les gens, l'individu a une religion, mais pas l'État. Pour vite fait conclure, pour parler de Cheikh Yassine, qui est la figure emblématique de l'islamisme radical marocain, parce que quand bien même ils ont beaucoup travaillé sur leur image ces dernières années, ce sont quand même des islamistes radicaux, les gens de l'Adl, et je dirais pourquoi. En tout cas, paix à son âme, et là où il a dû découvrir que les 77 vierges, c'était pas vrai. Donc maintenant, il est évident qu'il se pose un problème de succession. Tout d'abord, je ne suis pas porte-parole de l'Adl al-Ihsan, et je n'ai pas des rapports très assidus avec eux, donc je n'ai vraiment pas d'informations de première main sur eux. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un problème de succession. Il y a une figure charismatique qui est Nadia Yassine, la fille de Cheikh Yassine, mais ce que je sais, c'est qu'elle est quand même relativement éloignée des instances politiques. Toujours est-il, c'est des choses qui concernent l'Adl wal-Ihsan. Ce que je voudrais plutôt dire sur l'Adl wal-Ihsan, pourquoi je les ai qualifiés d'islamistes radicaux, parce qu'ils se sont beaucoup, certes, rachetés aux yeux de l'opinion publique par le fait qu'ils sont entrés dans une lutte anti-makhzénienne auprès de la rue, auprès des forces populaires qui, elles, n'étaient pas mues par des considérations religieuses. Ce n'est pas parce que l'Adl wal-Ihsan est une association opposée au makhzen qu'elle est une association moins dangereuse. Quand on lit le dernier livre de Cheikh Yassine, il parle beaucoup de ce qu'il appelle la qawma. La qawma, ça veut dire le fait de se lever. C'est le moment où les islamistes, ou eux, donc, récupéreront le pouvoir politique, et ils parlent très clairement, il y a un passage qui est très clair, qu'il faut lire, sur comment ils vont se comporter avec les autres.
Les autres, ça veut dire vous, moi, les autres quoi, les gens qui ne sont pas de l'adl wal ihsan et qui ne sont pas forcément, qui sont pas des islamistes et qui ne veulent pas ce modèle de société. Eh bien, Cheikh Yassine, il dit dans son livre qu'il faudra y aller doucement, c'est-à-dire qu'il faudra faire preuve de persuasion, de conviction, qu'il faudra discuter avec ces gens-là, mais qu'en fin de compte, s'ils ne veulent pas faire preuve de reddition, il faudra quand même leur forcer la main. Donc on n'est pas du tout face à quelque chose de démocratique. L'adl wal ihsan, qui est interdite par le pouvoir marocain pour la principale raison que l'adl wal ihsan refuse de reconnaître le fait que Mohamed VI est le commandeur des croyants. Ça, c'est juste pour expliquer le principal désaccord de l'adl wal ihsan avec le régime. L'adl wal ihsan refuse de reconnaître que Mohamed VI est commandeur des croyants. D'ailleurs, c'est tout à fait à leur honneur sur ce point-là, sauf que l'adl wal ihsan n'est pas du tout, à mon sens, une formation qui est porteuse d'un projet politique qui pourra avoir le moindre côté démocratique ou en tout cas moderne pour le Maroc. L'adl wal ihsan a poussé l'hypocrisie politique et l'opportunisme politique jusqu'à prétendre sur son site que c'est une formation qui est pour un État civil, Dawla Madaniya en arabe. Quand on parle de Dawla Madaniya en arabe, Dawla Madaniya c'est clair, ça veut dire pas un État religieux. Et l'adl wal ihsan a écrit sur son site, puisque l'exercice de la politique admet l'erreur donc nous pensons qu'il faut gouverner avec les choses de ce bas monde, etc. Et donc nous sommes pour un État civil. Toutefois, l'adl wal ihsan ne reconnaîtra jamais, et d'ailleurs c'est l'une des raisons de son retrait du 20 février, c'est que l'adl wal ihsan n'est pas du tout dans une démarche de défense des libertés ou de philanthropie, quoi. C'est une formation qui a un projet de société islamiste qui a le droit d'exister par ailleurs. Le seul problème, et ce à quoi je reviens toujours, si nous étions dans un pays laïque comme la France ou comme la Turquie, la présence de l'islam politique ne poserait plus problème, parce qu'il serait une composante parmi d'autres dans la société. Il serait comme les chrétiens démocrates ou comme toutes sortes de mouvances farfelues qui peuvent animer une société. D'ailleurs, en Turquie, il y a quelque chose qui pourrait s'apparenter à l'adl wal ihsan, qui est le mouvement Fathullah Gulen, qui travaille sur une islamisation en profondeur de la société. Le problème, c'est que dans un pays comme le Maroc, nous ne sommes pas dotés d'une constitution qui sépare véritablement le religieux et le politique et qui protège les libertés publiques et individuelles et qui protège les minorités religieuses et qui protège les droits de l'homme dans leur acception universelle. Moi, le jour où j'aurai cette constitution au Maroc, ce jour-là, j'admettrai parfaitement la présence de l'adl wal ihsan. Voilà. Merci beaucoup. Je tiens à remercier encore les intervenantes. Merci à Fabienne Brion et à Zeneb El-Razaoui. Merci à toi. Ainsi qu'à l'Espace Mag, Caroline, qui nous a aidé à organiser l'événement par le biais de Najib Raleb. Donc, voilà. Merci à tous.